Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Mercredi 8 mars, Radio Côte Caraïbe vous propose un beau cantage de 15h à 17h sur les mécanismes de la confiance en soi. Je reçois deux invités, Éric Lanard, psychothérapeute, et Huguette Augustin, coach éducatif. Je vous attends ce mercredi 8 mars dès 15h en direct sur Radio Côte Caraïbe. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe. Je suis ravie de vous retrouver au plateau pour cette émission spéciale, on a dit, sur les mécanismes de la confiance en soi. Alors, pourquoi on a choisi ce thème justement au moment où tout le monde, on est mercredi 8 mars et c'est la journée des droits de la femme. Important, effectivement, mais il nous a paru intéressant d'aller plus loin que simplement cette journée pour les femmes. J'ai voulu vous proposer une réflexion plus large, justement, parce qu'on vit des moments de doute à n'importe quel moment de notre vie, le doute sur nos capacités. Et d'ailleurs, par rapport à cette journée, on incite souvent les femmes à prendre confiance en elles, à aller de l'avant, à entreprendre, à commencer une nouvelle vie. Eh bien, il nous semblait que ça s'adresse aussi aux autres, et même si la femme est le point de départ de la vie, finalement. Alors donc, oui, cette confiance en soi, elle est fragile. Et aujourd'hui, on a voulu discuter avec vous, aussi bien les parents dans leur relation avec leurs enfants, les jeunes qui aujourd'hui se questionnent sur leur environnement, sur leur orientation, sur leur devenir, et puis aussi nous, adultes. Il nous arrive pour un événement particulier, une phrase qu'on nous aurait dit, que ce soit de point de vue personnel ou professionnel. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu discuter avec vous. Nos professionnels qui nous accompagnent aujourd'hui, Éric Lanard, qui est psychothérapeute, et Huguette Augustin, coach éducatif, qui va nous rejoindre dans un moment. Il était important qu'on puisse partager nos expériences. Et vous aussi, vous aurez l'occasion donc de partager ce que vous avez vécu, comment vous avez pu, dans certaines situations, mais relever les défis, reprendre confiance, comme on l'a dit. Et ainsi, on va décortiquer, vous proposer, on l'espère, avoir le temps, parce qu'on a 2 heures à passer ensemble, pour trouver les outils pour toujours maintenir cette confiance en vous. Donc, merci de nous rejoindre. Dans un moment, je vais laisser Éric Lanard se présenter rapidement et nous dire pourquoi il est avec nous cet après-midi, justement. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Myriam. Bonsoir aux auditeurs. Eh bien, je suis là parce que j'ai envie de contribuer, en fait, dans ce que je vois tous les jours. Et ma conviction profonde, c'est que nous portons en nous des potentialités immenses et que nous ne le savons pas. Et finalement, nous vivons une pauvre vie alors qu'en fait, nous avons la possibilité, si nous avions conscience, de vivre dans la lumière. Et ça me rappelle toujours la déclaration de Mandela qui dit, mais finalement, nous avons peur de vivre dans la lumière. Nous nous disons, qui suis-je pour être dans la lumière? Mais en fait, nous sommes là pour rayonner la gloire de tous ceux qui croient en Dieu, en fait. Et je crois que c'est une problématique que je trouve peut-être amplifiée encore chez les sociétés qui ont été infériorisées, esclavagisées. Et je fais un parallèle entre la condition... Alors justement, je sens que tu as plein de choses à nous dire. Le temps que nos éditeurs restent connectés, transmettent les messages, un petit jingle et on revient tout de suite. Ouais, arrêtez-moi là, ma petite... Il était parmi nous, je rappelle, il est psychothérapeute. Et Éric, justement, dis-nous, quel type de clients tu reçois? Je reçois tout type de clients. Beaucoup plus de femmes au demeurant, parce que les hommes, en général, ils pensent qu'ils sont en mesure de régler seuls leurs problèmes. Malheureusement, c'est faux parce qu'en fait, nous n'arrivons pas à exprimer nos émotions, à dire, en fait, à sortir, et souvent, nous le sortons par la violence. Donc, je reçois des couples, je reçois des enfants, et dans la dynamique, des difficultés de relations parents-enfants. Et ce que j'observe, c'est que souvent, le parent attend que ce soit l'enfant qui change.
alors qu'en fait, c'est une relation avec des interférences, des interactions, et que celui qui doit changer, c'est celui qui est le plus flexible. Voilà. Donc, en fait, je reçois tout type de personnes. Et l'idée, justement, alors, c'est d'arriver à ce que les gens prennent conscience et se reconnectent à ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire au soi. C'est-à-dire pas être esclaves de notre moi social, mais que nous nous reconnections à ce que nous sommes vraiment. C'est ça mon objectif. Alors, c'est pas toujours évident de changer. Ça, il faut le dire, hein, c'est pas quelque chose de facile de changer, puisque lorsque nous sommes conditionnés par un système, pour changer, c'est-à-dire qu'il faut prendre du recul par rapport au système. Or, c'est difficile parce que ça veut dire qu'on se retrouve seul, et nous avons peur d'être seul. Or, si je ne me retrouve pas seul, je ne peux pas me rencontrer. Et en même temps, le groupe n'aime pas trop que tu changes. Ah, Kémonouye, tu te prends, voilà, reste avec nous. Donc, c'est ça la difficulté. Changer, c'est pas évident, mais c'est juste une question de cerveau. Notre cerveau peut toujours faire des connexions nouvelles. Alors, en parlant de connexion, justement, je vais profiter pour dire bonsoir à ceux qui sont connectés à la page Facebook de Radio Côte Caraïbe. Merci d'être avec nous. Et comme je le disais à l'instant, puisque maintenant, ça y est, vous connaissez le thème, les mécanismes de la confiance en soi, vous connaissez nos invités, Éric Lanard, psychothérapeute. Et dans un moment, Madame Augustin va nous rejoindre. Donc, je vous invite maintenant à partager l'information à vos amis, à la famille. Et certainement autour de vous, vous avez des personnes qui s'intéressent à cette thématique, qui ont été confrontées à cette thématique. Donc, je vous donne l'indication. Donc, sur le site internet de la radio. Alors, Radio Côte Caraïbe, c'est R-A-D-Y-O. Côte Caraïbe, K-O-T-K-A-R-A-Y-I-B. Et oui, il ne faut pas se tromper, Radio Côte Caraïbe. Et puis, bien entendu, on a nos fidèles qui sont sur Facebook en live, bien sûr. L'application mobile aussi, vous pouvez nous rejoindre en téléchargeant l'application Radio Côte Caraïbe. Et enfin, suivre nos vidéos sur YouTube parce qu'effectivement, nous sommes une plateforme radio, mais en même temps, on vous donne l'opportunité à tous, quel que soit là où vous êtes, de vous connecter à la radio. Alors, le temps pour vous de partager le lien de la vidéo, puisque nous sommes en direct sur Facebook Live. Je rappelle le thème, les mécanismes de la confiance en soi. On écoute Florence Napri, qui a dit nous debout, et on revient tout de suite. Longtemps moi déjà petit mais cherche un moyen pour trouver des mains. Tribichet si mauvais lit des amis mauvais. En pâté ça vaut la pour aller qui moun pour compter qui moun pour coûter. T'es qui voulait bouger m'en fait pas moi paralysé. Vine joie non bouganté qu'on est. Il dit moi qu'on ça la guiche béa. Oubliez j'en la vie pérette. Courir en bois là ou pense ou fort. Pas la peine rester si échec. Passe à passe à quai, range les affaires, pas oublier c'est qu'est.
Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Hello, hello, c'est Sinou. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Chers auditeurs, oui, vous êtes bien au bon endroit sur Radio Côte Caraïbe. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale, je disais, basée sur les mécanismes de la confiance en soi. Alors, avant d'aller plus loin avec mon invité principal au plateau, Éric Lallard, je voudrais saluer ceux qui sont connectés, notre fidèle Philippe Serin. Belle bonsoir, et Jacques Adino bonsoir lui aussi. Dadoun, coucou, on est ravis que tu sois avec nous pour partager aussi ton expérience. Merci de vous connecter, de nous écouter, et n'oubliez pas, vous pouvez participer en nous contactant au 05 90 10 29 45. Et vraiment, ce sera avec plaisir qu'on puisse partager votre expérience, parce que c'est vraiment ça l'objectif aussi de cet après-midi, pendant les 2 heures que nous allons passer ensemble. Alors, avant d'aller plus loin avec Éric, je voulais quand même commencer par une définition. Avoir confiance en soi. C'est avoir la conviction de réussir à faire face à ce qui peut arriver. C'est la capacité à agir malgré les doutes que l'on peut avoir. Alors, justement, Éric, qu'est-ce que tu en penses de cette définition ? Disons que c'est vraiment ce que je disais. L'autre fois, nous avions parlé de la question de foi. C'est d'avoir la foi que l'on est porteur de potentialités, de toutes les potentialités. C'est juste ça. C'est juste. En fait, pour moi, lorsque un enfant arrive au monde, il n'a pas de problème de confiance en soi. Il n'a qu'une envie, c'est d'explorer, c'est de courir dans tous les sens, de découvrir. Et finalement, on le met à l'envers, en réalité. À force de lui dire « Arrête, emmerdez, mon ici en côté », donc on finit par lui faire perdre confiance. L'autre chose qui nous fait perdre confiance en nous, c'est le fait que nous sommes coupés de notre source. En fait, notre source est à l'intérieur. Et spontanément, l'enfant sait ce qui est juste pour lui, tu vois. Par exemple, un enfant qui n'a pas envie d'embrasser quelqu'un, on le force, mais il sent en fait quelque part que ça ne lui convient pas. C'est vibratoire. En fait, l'enfant, il ne vit que parce qu'il a la capacité de détecter nos ressentis émotionnels. En fait, on dit qu'il est une éponge émotionnelle, donc il sent bien si ta tronche lui revient ou pas. Donc on lui apprend, ce que tu ressens à l'intérieur de toi n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que pense l'autre. Oui, mais là, tu vas lever un débat entre l'éducation, etc. Oui, alors, on se disait justement à l'instant qu'avant la petite enfance, il y a cette étape au préalable. Bien sûr. Et justement, qu'est-ce que tu voulais... Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, en fait, la réalité, dit Tesla, si on veut la comprendre, il faut raisonner en termes de fréquence, de vibration, d'information et d'énergie. Donc, en fait, tout n'est qu'information. Lorsqu'un enfant est conçu, eh bien, quand il est conçu, il reçoit les informations de ce que ses parents ont vécu avant la conception. Donc, imagine, par exemple, que moi, je vais faire un enfant, on a décidé de faire un enfant, on est dans l'amour, le jour de la conception, on partage un moment de plaisir, ben cet enfant-là va être impacté d'une façon que si c'est je subis un truc et que je me retrouve enceinte. Voilà. Donc, c'est une information. Lorsque une femme apprend qu'elle est enceinte, comment est-ce qu'elle l'accueille? Est-ce qu'elle l'accueille avec joie ou est-ce qu'elle dit encore un enfant? C'est ça. Est-ce que déjà je suis accueillie lorsqu'on annonce ma venue? Bon, maintenant, on sait quel est le sexe, mais avant, on ne savait pas. Donc, il arrive qu'on attendait une fille et que ça soit un garçon. Est-ce que quand je découvre que c'est un garçon, je suis déçue ou je l'accueille? Et tout ça va impacter. Après, tout ce que la mère va vivre pendant la grossesse, si la mère... Imagine qu'une mère soit préoccupée par des tas d'autres choses que par l'enfant qui est dans son ventre. Du coup, l'enfant ne va pas imprimer ce qu'on appelle le moi existentiel. Ce moi existentiel, c'est ce qui fait qu'il va être, lui, en tant qu'individu, pouvoir se poser dans la vie. Voilà. Donc, en fait, le fait que la mère ne soit pas focalisée sur son fœtus fait que le fœtus, il va se faire tout petit parce que la priorité, en fait, dans la biologie, c'est que la mère survive. Et on a même découvert, en fait, que le fœtus, quand la mère a un problème, il va envoyer des cellules souches à la mère. Donc, il va réparer la mère. Du coup, le fœtus, il prend en charge les problèmes de la mère. Vous voyez ? Et après, quand on est petit enfant, l'enfant aussi va prendre en charge. On sait qu'un enfant malade, souvent, il prend en charge, il révèle les problématiques du milieu.
Donc, tu es en train de nous dire, Eric, que dès la conception, Dès avant la conception, il y a déjà une influence sur bien sûr. comment l'enfant lui-même va vivre son existence. C'est ça. L'idée même, ça s'installe déjà, la confiance à ce moment-là? C'est ça. Prenons un exemple. Admettons un couple qui bat de l'aile et qui se dit on va faire un enfant pour sauver le couple. Il charge l'enfant d'une mission qui est de sauver le couple. D'accord? Donc l'enfant n'est pas pensé ou conçu pour être un enfant de la vie du monde qui va suivre son chemin, mais il a déjà un projet sens, il a déjà un programme de poser dessus. Et on voit parfois des enfants qui sont bâtons de vieillesse, par exemple, et qui ne voilà. Donc en fait, tout impacte et ce serait important qu'on ait conscience de ce que nous véhiculons au niveau de nos pensées, de nos émotions et de nos paroles. Tout ça impacte, c'est que de l'information. D'accord. Alors, je vois que justement, pour ceux qui sont connectés sur la page Facebook, Philippe Serin qui se pose la question à savoir, donc, avoir confiance en soi, est-ce en lien avec l'éducation reçue et ceux ou celles que nous fréquentons au quotidien ou est-ce en fonction de notre statut? Est-ce que tout ça aussi a un impact? Tout ça a un impact, mais moi j'ai presque envie de dire, en fait, la petite enfance est fondatrice. C'est comme, je le dis, hein, c'est comme si tu vas construire une maison, d'accord? Quand tu vas construire une maison, il faut que les fondations soient bonnes. S'il n'y a pas de fondation, donc l'enfant, il va tomber, comme une maison va tomber sans fondation. Donc pour moi, la petite enfance va être importante, va être le marqueur, ce qui va laisser une empreinte, qui va me permettre de me dire, imagine par exemple qu'un enfant, dans sa petite enfance, il ait affaire à ce qu'on appelle un attachement sécure. C'est-à-dire qu'il a affaire à des parents, et notamment à la mère, puisque c'est plus la mère qui est la figure d'attachement, qui est sûr, qui est disponible, qui lui donne de l'amour, qui l'aide. Avant, on disait qu'il fallait laisser pleurer un bébé. On sait qu'aujourd'hui, c'est une horreur de laisser pleurer un bébé. Donc imagine que l'enfant sache que quand il a un besoin, sa mère est capable de décoder son besoin et de lui donner cette confiance-là, de lui donner une conscience de son importance. Eh bien, ça imprime différemment quelque chose pour lui que si c'est un enfant qui est là et puis dont personne ne s'occupe et qui va vivre, du coup, une espèce de blessure d'abandon. Donc ça, c'est important. Alors, on sent que le sujet intéresse parce qu'on a déjà un auditeur, ou du moins une auditrice en ligne. On va donc entendre, on va la laisser se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Je me prénomme Johanna de Bouillante. Bonsoir, Johanna. Oui, alors j'ai bien écouté monsieur, rappelez-moi son... Alors oui, et Lanard, monsieur Éric Lanard, oui. Monsieur Éric Lanard, à propos du fait que dès la conception, c'est important la façon dont l'enfant a été conçu, etc. Mais je voudrais lui dire, c'est pas irrémédiable, puisqu'il y a des enfants qui n'ont pas été souhaités, qui n'ont pas été voulus, mais qui pourtant, après, grâce à l'éducation, peuvent avoir cette confiance en soi que leur inculque leurs parents ou la personne qui les a élevés. On est d'accord? Ben justement, on va lui laisser l'occasion de répondre à ta question. Est-ce que, avant de terminer, est-ce que tu as autre chose que tu voulais rajouter, justement, Johanna? Alors, je voulais juste féliciter l'émission. Et je trouve qu'en 2023, c'est important que tout le monde soit conscient de ce potentiel qu'on peut tous avoir, la confiance en soi, ce qui débloque pas mal de réussite chez nous. Voilà. Merci en tout cas, Myriam, pour cette émission. Merci de ton intervention. Donc, on retient que tout le monde a du potentiel. Et Johanna se posait la question, à savoir, même si au départ, l'enfant n'était peut-être pas attendu, souhaité, autant de désirs, et comme tu l'as dit dans tes yeux tout à l'heure, mais pour autant, grâce à l'éducation qu'il va recevoir, on peut renverser la tendance. C'est-à-dire que ça dépend de la façon dont l'annonce de la grossesse va être accueillie. Si la mère dit « Ok, bon Dieu, c'est bon Dieu, il est bien content », elle est dans cet accueil. C'est-à-dire que si je suis dans la conscience que l'enfant qui arrive est un cadeau de la vie et que je l'accueille comme un cadeau, ça peut même être un élément fondateur parce que ça veut dire que c'est l'enfant qui a pris la décision de venir, de s'incarner, d'accord? Et donc, si je lui dis « Je te souhaite la bienvenue dans ce monde », au contraire, je souligne le fait que c'est toi qui as pris l'initiative. Donc, ça veut dire que tu as déjà ta vie en main, tu es déjà roi en ton royaume en quelque part. Donc, la question, c'est comment c'est accueilli.
D'accord? Si c'est bien accueilli, ok, je me réjouis. Bon, voilà, et j'accompagne cette grossesse que la mère est dans une ambiance de bienveillance, d'amour. Ben, cet enfant, il va être impacté différemment. Vous voyez, donc en fait, si c'est une grossesse surprise, si je l'accueille comme un enfant qui a décidé de venir, c'est l'accueil qui compte. C'est pas tellement, voilà. Donc c'est vraiment, comme on a dit, la relation à la mère qui détermine tout, déjà dès la conception, ensuite on a dit à l'arrivée. Mais comment justement cette relation peut évoluer pour permettre la confiance en soi? Comment des gens peuvent le ressentir ou cet enfant peut le sentir? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je te dis, c'est que tout passe au-delà des mots chez l'enfant. L'enfant, il ne comprend pas les mots. Donc, sa survie dépend de sa capacité à décoder notre langage non verbal. Donc, tu sais qu'on est beaucoup plus en langage non verbal, oui, notamment émotionnel que verbal. Donc, l'enfant, lui, sa survie, c'est de détecter. Et l'enfant sait, il sait s'il est accepté, s'il est aimé, s'il a sa place ou s'il se sent rejeté. Ça, il le sent, d'accord? Donc, en fait, tout tourne autour de la mère parce que l'enfant, il va pousser, en fait, si j'ose dire, dans le ventre de la mère. Donc, il va s'imprégner de tout le vécu de la mère. Il va s'imprégner, forcément. Et après, quand il va naître, donc la naissance aussi, le moment de la naissance aussi important. Tu vois, par exemple, en Occident, on met les femmes sous le dos, des fois on fait des péridurales, et du coup, on contrarie un processus naturel. Le processus naturel, ce serait qu'une femme accouche accroupie. Ce serait physiologiquement beaucoup plus... Donc en Occident, on a voulu transformer des choses, et ce qui fait que... on veut contrôler, en fait, ce que la nature sait mieux faire que nous. C'est ça. Et du coup, si j'accompagne cet enfant... Alors, ce qui est important, c'est que lorsque je suis parent, un enfant arrive, je dois partir du principe que je ne connais pas cet enfant. Parce que souvent, nous pensons que nous savons ce qu'il faut à l'enfant, qu'est-ce qu'il faut lui donner, et nous lui donnons un parent prêt à porter. L'enfant, il a besoin d'un parent sur mesure. Parce que chaque enfant est différent. L'expérience que je vais avoir avec mon aîné n'est pas l'autre. En fait, il faudrait que ce soit l'enfant qui fabrique le parent dont il a besoin. Alors, ce que tu évoques là, c'est par expérience. On a eu l'expérience du premier, et ensuite, on sait un peu plus. Mais en même temps, on va aussi se baser sur l'expérience de nos mères, de nos grands-mères. Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant. Je vais m'inspirer de ce que ma mère a pu me proposer, ainsi que ma grand-mère. Je vais même fouiller aussi auprès de mes tantes. Il y a des choses que, par exemple, ma copine aura faites, que je me dis, ça c'est intéressant. Je vais me nourrir finalement de plein d'expériences pour construire la relation avec mon enfant. C'est ça. Mais ça veut dire que je suis dans une démarche consciente. Je pense que le problème, c'est que nous n'agissons pas en conscience. En fait, nous pouvons copier des modèles et parfois, des fois, on voit des conflits entre la grand-mère et la mère parce que la mère a déjà une autre façon de penser la relation à l'enfant et la grand-mère, elle dit, c'est foutu, tu n'as des tapaïcisés. Donc, en fait, vous voyez, c'est bien sûr que je ne vais pas tout remettre en cause. Je vais me nourrir de ce que les précédents m'ont laissé, mais je vais aussi apporter ma façon d'être. Mais aujourd'hui, c'est surtout qu'on découvre, par exemple, à travers ce qu'on appelle les neurosciences affectives, comment se développe le cerveau d'un enfant et ce dont le cerveau a besoin pour se développer correctement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas laisser pleurer un bébé, parce que le laisser pleurer, c'est le mettre dans un état de stress. Oui, mais on a dit qu'il a fait l'estomac, c'est important aussi. C'est ça, nous t'ai dit. Est-ce qu'au changement, ils vont en maman animal, laisser petit taille tout seul? On peut observer ça. Mais oui. Regarde, quand un poussin s'éloigne de sa mère, il va piailler jusqu'à ce que et la mère aussi va piailler. Parce que quand un enfant pleure, en réalité, du point de vue de la biologie, la mère est en stress. C'est obligé. Donc, elle est obligée de ne pas écouter ce qui se dit en elle pour écouter le fait qu'on a dit qu'il faut laisser pleurer l'enfant. Mais spontanément, en fait, tu vois, si par exemple, nous avions le temps de consacrer du temps et de l'énergie, de l'amour à l'enfant dans ces années fondatrices, eh bien, c'est autant de temps qu'on gagnerait parce qu'on n'aurait pas des difficultés qu'on rencontre après. Voilà. Donc, quand on veut réparer, c'est très compliqué. Bon, alors, je dois dire qu'il n'y ait pas question de culpabiliser, hein, parce que même si je suis thérapeute, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des problèmes avec... j'ai eu des problèmes. Oui. Le tout, c'est que lorsque les problèmes... Je me trouve confronté à des problèmes, c'est important que je comprenne que c'est du feedback. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai à corriger.
Et je ne peux pas continuer à faire la même chose en espérant avoir un résultat différent. Alors, on va quand même prendre des exemples concrets. Est-ce que le fait de dire à un enfant très tôt, tu es belle, parce que on n'est pas forcément habitué à ça, mais qu'elles sont belles, Timoun, alors des fois, il y a dit qu'elle maman, il y a papa, bon, pas savoir quelle intention, mais en tout cas, ou quoi faire des compliments, ou quoi féliciter à si ça a fait. Est-ce que ça a changé en à danger, ni lui-même commencer, ni confiance à dingue? Naturellement, parce qu'en fait, le problème, c'est que nous avons tendance à focaliser sur ce qui n'est pas bon. C'est une question de cerveau. Hein. Nous croyons retenir plus son bité qui fait nous souffrir qu'un bité qui fait nous du bien. Donc, nous avons tendance, en fait, à renforcer chez l'enfant les comportements indésirables. Parce que nous allons accorder plus d'attention à un enfant qui est embêtant qu'à un enfant qui ne nous dérange pas. Du coup, l'idée, c'est justement que nous apprenions à focaliser sur ce qui est bon, ce qui est bien, à focaliser sur les compétences de l'enfant, à le féliciter quand il réussit quelque chose, mais aussi à lui apprendre à être l'évaluateur, son propre évaluateur. Par exemple, un enfant, il fait un dessin, il vient te dire « Est-ce que tu trouves que mon dessin est beau ?» C'est peut-être important que lui dise « Toi, comment tu trouves ton dessin quand tu le regardes ?» De façon à ce qu'il apprenne à s'auto-évaluer. Qu'il trouve lui-même les clés pour apprécier ce qu'il fait. C'est ça. Alors que si je lui dis mon avis, je lui apprends à dépendre du regard extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction du regard extérieur. Je peux demander un avis, mais si je ne suis pas convaincu de mon intelligence ou de mes compétences, tu pourras toujours me dire « tu es intelligent », tu dis ça pour me faire plaisir. Mais c'est important que moi, je sois conscient de ça et que je sois renforcé par celui qui va me le dire. Voilà, donc en gros, les mots, alors il y a un jeu de mots, hein? Oui. Les mots, ça peut générer des mots ou ça peut générer du bien-être. Donc c'est très important en fait que nous apprenions à focaliser sur ce qu'il y a de chouette dans la vie. Par exemple, à être en gratitude à tout ce qu'il y a de beau dans la vie, plutôt que de nous focaliser, de nous râler parce qu'il fait chaud, de râler parce qu'il pleut, alors que nous ne sommes pas focalisés sur la beauté de la vue qui est en face. Tu vois? Et en fait, quand je focalise sur ce qu'il y a de beau, je focalise aussi sur ce qu'il y a de beau en moi. Alors, mais quelqu'un d'autre peut nous dire aussi que là où dit Timoun, là où on idée Timoun, des à trois Timoun, ou garder plus tard, peut-être, entre guillemets, YouTube, là, il fait bêtise. Mais si on dit, il faut, c'est toujours assis ou quoi, porter attention. L'autre là peut trouver ça comme un manque. Et t'as là qui a fait bêtise là, peut considérer que, justement, c'est moi qui a gardé, ils ont genre, ils ont senti fort. Alors que peut-être l'autre là, qui, même s'il n'a pas fait bêtise, mais il a dit, oui, ou son bon Timoun, ça, quoi, fait là bien. Et c'est important, ou quoi écrit bien, si on prend Kaya, c'est intéressant, ouais, regarder un livre, c'est intéressant. Donc, à d'un gens, si on n'a qu'à lever, ça nous a pensé qu'il peut aider une confiance, peut-être aussi ça peut aider. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut nous toujours faire preuve d'humilité. Pas gens quoi nous savent. En fait, là, on sont parents ou sont expérimentateurs. Et on y a à garder, à adapter, à changer. Et c'est ça qui n'est pas facile. Hein? Ça veut dire que si Timouna, il doit être guidé. Donc, Timouna, lui, il est plus connecté à la vie, à la profondeur que nous va formater, nous va apprendre. En fait, l'idée, ce serait de se laisser guider par l'enfant. C'est pas évident, hein, de dire, Timoun, voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de se dire que c'est l'enfant, en fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir la conscience que l'enfant n'est pas un récipient qu'on va remplir, mais une source qu'on va faire jaillir. Donc, on a à faire accoucher l'enfant de ce qu'il est, et non pas ce que nous voulons qu'il soit. Bien, alors, on va regarder ce qui se passe aussi sur Facebook, hein, chers auditeurs. Donc, nous avons commencé notre discussion sur les mécanismes de la confiance en soi. Et Philippe Sorin qui nous demande, la confiance en soi peut-elle être acquise définitivement ou s'acquiert-elle avec le temps? Mon cher Philippe, rien n'est jamais acquis définitivement. Parce que ça voudrait dire qu'on va arrêter la vie. Si c'était acquis définitivement, ça voudrait dire que je suis arrêté, je n'évolue plus. Donc, tout est à recommencer en fonction du contexte. Si, par exemple, je vais, disons, prendre des cours de piano, il est normal que je ne me sente pas en confiance. Mais si je me crois confiant, je ne vais rien apprendre. Donc, en fonction du contexte, je vais me sentir à l'aise ou pas à l'aise. Ce qui est important, c'est juste que je sois capable d'identifier les émotions qui se disent à l'intérieur de moi pour pouvoir m'adapter.
Or, le problème le plus souvent, c'est que nous sommes coupés de nos émotions aussi. D'accord ? Donc, en fait, Philippe, rien n'est jamais acquis. La vie, c'est pas comme si, ça y est, je suis titulaire de quoi que ce soit. La vie, c'est une perpétuelle évolution, c'est une expérimentation permanente. Alors, par rapport aux enfants, on dit souvent que lui proposer une activité sportive, culturelle, en tout cas, une activité assez souvent manuelle d'ailleurs, permettra en fonction de la personnalité de l'enfant, mais l'aider justement à avoir confiance en lui. Est-ce que, je prends un exemple, je vois parfois le théâtre pour les timides, ça va aider à la prise de parole devant le public, le yoga pour ceux qui sont un petit peu plus impatients, et le judo pour ceux qui sont pleins d'énergie, n'est-ce pas, tédirinaires ou d'autres. Alors, est-ce que ça s'avère... Naturellement. Ceci dit, c'est important aussi de choisir une activité que l'enfant aime bien. Pas qu'on lui décide qu'il veut faire du piano, alors qu'en lui, il voudrait peut-être faire du goga. Voilà. Donc l'idée, c'est lui proposer aussi, et puis lui laisser la possibilité d'expérimenter diverses voies, puisque c'est par l'expérimentation qu'on va découvrir. Okay ? Naturellement, par exemple, le judo, au départ, ce n'était pas un sport de compétition. Hein. C'est juste un savoir-être flexible. Après, on l'a transformé en sport de compétition, mais les arts martiaux, ce n'est pas au départ. Donc, c'est important. Et quand tu as évoqué la main, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas comment on appelle ce bonhomme, la représentation des mains par rapport au cerveau. Les mains occupent une place importante. Or, le fait que nous utilisions moins nos mains fait que nous développons beaucoup moins notre cerveau. Parce que ça permet de développer une intelligence pratique, des connexions. Et c'est important de réapprendre à nos enfants des travaux manuels. On fait moins ça. Donc, chaque fois que je vais oser quelque chose de différent, que je vais me lancer, eh bien, je vais augmenter cette confiance. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas confiance ? C'est juste une croyance, en fait. Hein. C'est une croyance. Et la croyance, elle va nous bloquer. Et en fait, le piège de la croyance, c'est que je vais passer mon temps à confirmer ma croyance. Donc, je vais déformer la réalité pour démontrer que j'ai raison de croire ce que je crois. Tu vois ? Oui. Donc, la confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose de naturel au départ, qui a été un peu, depuis des millénaires, un petit peu massacré, mais que chacun a retrouvé en lui. On ne peut pas le trouver ailleurs. Bien, alors, sur cette première partie, cette première thématique, on a essayé un petit peu de décortiquer. On a bien compris que ça se passe déjà depuis la petite enfance et on l'a même dit depuis la grossesse. Hein, comment se passe la grossesse ? Est-ce que c'est un enfant attendu ou pas ? Avant de passer à une deuxième phase, celle de l'adolescence, on va se laisser emporter par la musique avec Émile Michel sur Merci la vie. Et puis ça nous donnera l'occasion donc, d'accueillir notre deuxième invitée qui, ça y est, elle est parmi nous, Madame Augustin. Donc je vous laisse encore, n'oubliez pas, le numéro de téléphone pour nous joindre, participer, 05 90 10 29 45. On se laisse guider par la musique pour nous remettre aussi avec notre deuxième invité et puis on revient tout de suite. Restez connectés pour ceux qui sont sur notre page Facebook et puis dans un instant, on vous retrouve, chers auditeurs. À tout de suite. Bari soleil la campagne, yo carnaval couleur mélangée. Moi dis merci pour de grands pour qu'un qui me mit en comme qui va jamais au cœur main. Merci pour même qui caresse tout mon amour mener l'envie. Merci pour ça, maman zombie. Barre soleil, la campagne, yon carnaval couleur mélangé. Moi dis merci pour de grands gemmes, pour qu'un qui n'a mis tant comme qui va jamais au cœur main. Merci pour même qui caresse tout mon l'amour mener l'envie. Merci pour ça, maman zombie. Qui là qui campait côté pour courir la voix tomber. Un jour moi ri, un jour crier. Mon ça la vie m'a déployé. Gagne raison pour m'ta plaindre, mais plutôt m'compter tout ça m'gagne. Des fois mi t'aime dégringoler, mais l'aime tomber toujours levé. Sous des pieds moi qui beau
Merci pour voir qui a parlé. Tout ça non moins pas qu'à serrer. Vous aurez moins qui qu'attendez. Yo frère qui besoin parler, le problème yo vle voter. Merci pour moun qui pas jugé. Bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là l'homme perdit adresse, mon l'enfant yo a plié. Un jour moi ri, un jour m'crier. Pense à la vie m'a déployé. Qu'il y a raison pour m'dapplayer. Mais plutôt m'compter tout ça m'gagner. Des fois m'bite m'dégringoler. Mais l'homme tombe toujours levé. Sous des pieds moi qui pote, moi côté tout sous yo a coulé. Merci la vie. Merci, merci la vie. Merci. On dit merci, 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 merci la vie. Merci, 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 merci la vie. Merci, Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Hello, hello, c'est Sinou. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Oui, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, nous revoilà avec nos deux invités, Éric Lana et Huguette Augustin, qui nous a rejoints. Et puis on disait donc qu'on était sur les mécanismes de la confiance en soi. Et Philippe Serin, qui est donc notre fidèle auditeur follower, dois-je dire, dit d'ailleurs qu'on l'a éclairé, donc tant mieux. Je te remercie de ta participation, Philippe. Et il dit bien, je garde confiance en Radio Côte Caraïbe. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Donc ça nous permet, puisque nous reprenons les débats, on a d'abord commencé par la petite enfance, comment ça se passe dès la conception, Éric nous l'a dit à l'instant. Et puis je vais donc maintenant donner l'occasion à Madame Augustin de se présenter à vous, puisqu'elle n'a pas pu participer à cette première partie, mais ça y est, elle est là. Elle va nous expliquer qui elle est et en quoi ça consiste, coach éducatif. Oui, bonjour chers auditeurs. J'ai un immense plaisir d'être au studio et d'être avec Myriam, Éric. Donc j'intègre comme ça, pas au pied levé parce que j'étais attendue. Alors, qui suis-je ? Écoutez, je suis une femme déjà. Je suis une femme en cette journée du 8 mars. J'espère que vous avez fait un petit clin d'œil au 8 mars. Oui, une journée qui me tient très, très, très à cœur. Non, mais c'est parce que tout commence par la femme qu'on parle de confiance en soi aujourd'hui. D'accord. Donc, justement, et moi, je suis très attachée à la notion d'éducation familiale. C'est un petit peu, comment dire, la thématique que je défends depuis tantôt. Et alors, en quoi ça consiste, coach éducatif ? Justement, c'est d'être auprès des parents, d'être auprès des ados, parce que j'ai pour principe de dire, derrière chaque enfant, il y a un parent. Derrière chaque enfant, il y a une famille. Et l'idée, c'est de dire aux parents, quels parents êtes-vous ? Quelle est votre couleur familiale ? Quelles sont vos valeurs ? Quels sont vos principes ? Qu'est-ce que vous défendez ?
Quel accompagnateur êtes-vous, en fait? Et en cette journée des droits des femmes, on a tendance, et c'est vrai en Guadeloupe, on nous dit souvent, en parlant des hommes, que nos hommes sont ce qu'ils sont, mais rappelons-nous que ce sont les femmes qui éduquent les hommes. Donc nous avons aussi à nous remettre en question. Et l'idée de mon accompagnement avec les parents, c'est de leur permettre de se remettre en question pour voir où j'en suis, où est-ce que je veux aller et comment j'y vais. Voilà. Bien, bon, on te remercie pour cette présentation, Huguette. Et on va profiter, on te garde encore un petit peu au micro pour nous dire, toi, justement, comment est-ce que tu, comment dirais-je, abordes ce thème de la confiance en soi, parce que là, on a commencé par la conception même, la grossesse. Okay. Est-ce que ça aussi, tu partages cet avis? Absolument, parce que bon, on a très peu échangé avec Eric. Hein, ça y est, à partir de maintenant, je pense qu'on va pouvoir connecter plus. Alors effectivement, la confiance en soi, ce n'est pas un acquis, ça se construit. Et ça se construit, oui, Eric, je suppose que c'est ce que tu as dit, dès la conception. Parce que concevoir, c'est un projet. Est-ce qu'au départ, c'est un projet? Et comme tout projet, quelles sont les étapes que je mets en place? Et c'est vrai que la confiance en soi a à voir avec ce qu'on reçoit tout au long de son existence. Et ça commence dès le moment où j'ouvre les yeux sur ce monde. Qu'est-ce qu'on me donne? Mais ce qui est important, c'est quand on parle de l'enfant, alors moi, tu as compris, hein, moi, la famille, quand on parle de l'enfant et les parents, est-ce qu'il est conscient que quand ce petit être arrive au monde, il a une responsabilité? Est-ce qu'il se rend compte que c'est à partir de lui que ce petit être va commencer à se construire, à partir de ce qu'elle peut donner ou de ce qu'il peut donner ou pas, avec conscience ou pas, avec amour ou peur? Parce qu'en général, l'éducation se fait ou à partir de l'amour ou à partir de la peur. Je pense que, je ne sais pas si Eric a déjà abordé ça, mais voilà, la peur, 90% de ce que nous sommes est construit à partir des peurs qu'on nous a transmises tout au long de notre enfance, petite enfance, adolescence, et que nous-mêmes, nous nourrissons au fur et à mesure de nos propres expériences. Donc, l'adolescence. Oui, on va donc aborder cette partie et je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils n'hésitent pas à intervenir. Cette émission est interactive, elle est aussi pour vous. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 05 90 10 29 45. Et bien entendu, vos commentaires en direct sur Facebook pour nous permettre donc de partager avec vous et d'avoir cet éclairage, j'ai envie de dire effectivement, de ces deux professionnels. Donc, je rappelle Eric Lana qui est psychothérapeute et Huguette Augustin qui vient de nous rejoindre et qui est coach éducatif. Alors oui, l'adolescence. On sait que c'est une période qui est très particulière pour les familles. On peut avoir des choses très explosives, si je puis dire. Et où justement le jeune, pour cette affirmation de lui-même, cette confiance et affirmation de soi, on va certainement discuter ensemble, où il met à mal tout le monde. On peut passer par des moments très très difficiles, mais justement, comment maintenir à ce moment-là et cette confiance? Alors, il met en mal tout le monde, mais il se met mal lui-même. Déjà, d'accord. C'est son mal-être. Je ne sais pas si vous avez en tête le livre de Dolto, hein, L'adolescence, c'est Omar. Hein, le homard, le complexe du homard, qui est au fur et à mesure qu'il va grandir, il va changer de peau, il va muer. Et en fait, l'idée des parents, c'est ça. En fait, avant de commencer, toujours, quand j'accompagne le parent, la première chose que je lui demande, est-ce que vous vous souvenez, vous, quand ils étaient ados? Et souvent, j'ai dit, et vous, comment vous faisiez? Et en fait, quand on se rappelle, nous, ce qu'on a vécu, comment on pensait des parents, comment on voyait les parents, comment on les a détestés, aussi. Comment on s'est dit, qu'est-ce que je fais dans cette famille? Des fois, quand on se souvient, on s'apaise toujours. Et en fait, la crise de l'adolescence, si on peut appeler ça comme ça, ou le passage de la vie de l'enfance vers la vie de l'adulte, qui est ce clair-obscur, hein, qui fait que l'enfant se cherche, le parent peut perdre pied, mais c'est toujours un moment où, en tout cas, l'enfant va passer ce moment, toujours, ce que je le disais, avec le soutien, s'il sent qu'il y a de l'amour, s'il se sent soutenu, comme on se disait en micro, quel que soit ce qu'il fait, qu'il sache qu'il a avec lui une famille qui le soutient, même si la bêtise, elle est énorme. Et en fait, plus la bêtise sera énorme, plus l'adolescent aura besoin du soutien de ses parents et surtout de l'amour
de la compréhension. Et en fait, ce qui nous manque souvent, nous adultes, c'est ce discernement, du discernement. Être dans la pédagogie, c'est surtout avoir du discernement. Et on vous parlait de stade, et donner chaque chose en fonction du stade de développement de l'enfant. Quel est ce stade? Où il en est? Qu'est-ce qu'il vit? Et quelle réponse que j'apporte à ça? Des fois, ça peut être très violent, effectivement. Mais rappelons-nous, souvent, nos enfants nous renvoient à nous-mêmes. Alors, je ne dis pas que l'enfant est forcément violent parce que les parents sont violents. Non, l'enfant vit des choses déjà, une transition qui peut le perturber au niveau hormonal. Déjà, on sait qu'il passe par toutes les couleurs, par toutes les phases. Et en fait, plus le parent est informé de ça, en fait, ce qu'on parle là, combien de parents sont au courant de ça? Les différents stades de développement de l'enfant. Combien de parents sont au courant? Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, nous avons l'habitude de dire, moi, crise d'adolescence, ça n'a pas existé à 15 ans, parce que là, nous, notre génération, Eric, on a tendance à dire ça, à 15 ans, nous pas ni l'occasion de faire crise d'adolescence. Hein. Nous avons fait il y a 40 ans. D'accord, d'accord. Nous, chez nous, on n'a pas connu ça. Sauf que lorsque les parents prennent le temps de comprendre les différents stades et de savoir que cette phase de l'adolescence est la phase de tous les dangers, quand il est informé, il est plus à même d'accompagner, de comprendre l'enfant et d'être dans la compassion et dans le discernement, quoi. Alors, oui. La question de l'adolescence, quand il y a une grosse crise, quand il y a une révolution, ça veut dire que l'évolution a été contrariée. D'accord? En fait, la question de l'adolescence et de la confiance en soi se construit depuis la petite enfance. Ok? Des fondations. Par exemple, un enfant, au tout départ, il est complètement dépendant de ses parents. Et vous verrez qu'à 2 ans, un enfant, il va dire non. C'est normal. Il va commencer à se poser en tant qu'individu. Et souvent, les parents vont dire, ah là, il y a quoi dire non. Et on va contrarier cette espèce de passage de contre-dépendance. Mais si on sait que c'est un passage normal, c'est une phase normale où je commence à me vivre en tant que sujet, d'accord? Donc, en fait, nous, on voudrait avoir des enfants obéissants. Mais obéissant, ça commence comme objet. D'accord? Donc, l'enfant, il va s'opposer, il va donner son avis, il va dire, je suis pas d'accord. Mais si je ne sais pas, je dis, mais à son âge, il me dit non, ben, qu'est-ce que ça va donner? Mais si je sais que c'est un passage normal et que je l'accompagne en sachant que ce n'est pas moi qui suis rejeté, c'est juste que l'enfant doit passer par là. Donc, il va développer cette qu'on appelle une contre-dépendance. Et après, il y aura encore une autre évolution vers l'âge de 7-8 ans. Là, le cerveau de l'enfant commence à être... son cortex commence à fonctionner, on appelle ça l'âge de raison. Et là, il va commencer... Parce qu'avant l'enfant, tout ce que les parents disent, c'est comme si Dieu l'avait dit. Mais vers 7-8 ans, il va commencer à dire, ouais, mais est-ce que papa dit ça, maman dit ça, mais si ça se trouve, c'est pas... Et ils vont nous confronter. Et parfois, nous n'allons pas l'accepter. D'accord? Et c'est important aussi que nous leur permettions de nous confronter. Et si je suis debout, il n'y a pas de raison que si mon enfant vient confronter mon point de vue, je m'affale. Je reste debout. C'est normal qu'il confronte mon point de vue. Et c'est là qu'on dit qu'il faut savoir trouver les réponses. C'est aussi. ça. Ou dire je ne sais pas. C'est aussi ça, beau de dire je ne sais pas. Là, tu me poses une question, mais franchement, je suis démuni. Donc, on va chercher ensemble et avoir cette humilité-là plutôt que de raconter une bêtise. D'accord? Et à mon sens, si ce processus-là est respecté, la crise d'adolescence, elle est beaucoup moins violente. Mais justement, c'est super. Ça, c'est ce que je disais, si les parents étaient au courant, mais sauf que eux, ils l'ont pas eu non plus, ça. Donc, ils n'ont pas cette lecture, ils n'ont pas ce vécu. Et en fait, quand on leur dit ça, ils ne comprennent pas. Et l'idée, c'est de leur dire, bon, ben, ok, c'est pour ça que l'éducation familiale est importante dans les deux sens, c'est-à-dire donner aux parents ce savoir pour leur permettre justement d'aborder ça sereinement. Parce que même nous, professionnels, on vient leur dire ça, ils nous regardent. Et l'idée, c'est de leur dire d'aller vers la connaissance, d'aller vers ce savoir, en fait. Alors, jusqu'ici, on a, Eric et Huguette, abordé la confiance en soi, mais j'ai eu l'impression de l'angle des parents. C'est vrai que c'est le parent, dans un premier temps, qui transmet des éléments pour que l'enfant puisse avoir confiance en lui. On est d'accord. Alors, je vais aller dans le cas, puisque nous avons tous évolué, qui sommes sur ce plateau, dans le domaine social. Un enfant qui n'a pas ses deux parents et qui doit, malgré tout, avancer dans la vie. On connaît la situation des enfants qui sont... placés, qui sont en assistance auprès de la maison de l'enfance, par exemple, etc. Voilà, il y a différentes situations où, en même temps, il continue à évoluer
Il doit prendre confiance pour que malgré tout, parce qu'on l'a dit au départ, hein, c'est ça. Confiance en soi, c'est cette capacité à agir malgré les doutes qu'on peut avoir. Là, il se retrouve dans une situation où la situation même est compliquée. Comment? Oui, alors, ce qu'il y a, c'est est-ce que l'enfant, dans son environnement, combien même il serait placé, va trouver ce qu'on appelle des tuteurs de résilience. Quelqu'un qui va lui faire comprendre que tu as de la valeur. Même si tu as fait pire que pendre, tu as de la valeur. Il y a en toi une part de quelque chose qui est inaltérable. C'est ça, à mon sens, que les enfants ont besoin. Ma nièce, elle a adopté un petit enfant qui était à la maison à la MDE, la maison de l'enfance. Départementale de l'enfance. Qui était abandonné, avait été maltraité. Il faut voir comment l'enfant a évolué, parce qu'il a rencontré des personnes qui l'ont simplement aimé. Voilà. Donc, c'est juste, Huguette l'a dit, la seule chose qui puisse nous sauver, c'est de rencontrer de l'amour. Hein. Mais en fait, ce que tu dis, Myriam, et Eric le dit bien, c'est quel que soit l'environnement. Ça peut être un environnement de proche, familial, ou un environnement de professionnel. Si l'enfant ne trouve pas justement ce cadre-là, son évolution va être perturbée. Et c'est pas parce qu'il sera en maison d'accueil ou en famille d'accueil que ça se fait pas. Il suffit que l'adulte... Et oui, tu as raison, on va insister sur l'adulte parce que c'est l'adulte, en fait, qui fait l'enfant. C'est l'adulte, c'est la qualité de l'adulte qui va donner à un enfant une voie facile, va lui permettre d'être, va lui permettre, en lui permettant de s'exprimer, en lui permettant de faire sa crise d'adolescence, en lui permettant, parce qu'en tant qu'adulte, on sait. Donc on est préparé, on l'accompagne, on lui permet d'être et de dire, en lui permettant d'être et de dire, quel que soit l'environnement, le milieu et les adultes qui l'accompagnent, si ces adultes-là ont cette capacité-là, ça se déroule bien de manière générale. Alors, je voudrais, au travers aussi de moi, en préparant cette émission, dans les étapes qui permettent la confiance en soi, on dit qu'il faut être déjà en capacité de reconnaître ses capacités et ses compétences. Mais à ces âges-là, que ce soit petite enfance, allez, 7-8 ans, on a dit l'âge de raison, et l'adolescence, comment on fait pour reconnaître qu'on a des compétences? C'est l'adulte qui voilà, va encore une fois, les compétences. Donc, vous avez compris, chers parents, tout part de vous. Absolument, Myriam. Comprenez qu'un enfant qui arrive au monde, il a toutes les potentialités. Encore une fois, il peut tout être. C'est comme par exemple, tu vois, la cellule unique qui a le jour de notre conception, il n'y a qu'une cellule. Et on dit que cette cellule est totipotente, donc elle va tout devenir. Donc l'enfant, au départ, il peut tout devenir. Tu vois, il a déjà tout. Voilà. Donc le champ des possibles est déjà ouvert. Oui, parce que imagine un tableau blanc ou un tableau tout court. Il est vierge, il est merveilleux, il est brillant. Et en fait, chaque interaction d'adulte va mettre une marque. Une empreinte, oui. Et voilà, il va ou l'éclaircir ou le noircir. Voilà, j'ai dit ça comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est ça. L'enfant arrive avec toutes ses capacités. Et tu as raison de dire, avec tous les champs des possibles. C'est nous, adultes, en fonction de notre projet familial, notre projet de famille d'accueil, ou notre projet parental ou familial, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on lui donne, en conscience. Alors, en tant que on parle, alors pour l'instant, on parle de ce milieu qui est bienveillant, qui est autour de nous. L'amour, c'est important. Mais pour que lui-même continue ce développement, s'appuie, tu l'as dit tout à l'heure, Eric, sur ses valeurs. Il est dans un milieu instable. Comment fait-il pour retrouver cette confiance ? C'est aussi ça que je voudrais questionner, en fait. Oui. C'est sûr que si tu es en plein tremblement de terre, c'est difficile de te construire. Oui. Tu vois, et l'ennui, c'est... Huguette a raison. Le problème, c'est que nous devenons parents en ignorant ce que c'est qu'un enfant. Tu vois, ce serait bien que l'accent soit mis au niveau des décideurs. D'ailleurs, ils le font maintenant les 200 premiers jours. Mais ce n'est pas les 200 premiers jours. Les 1000 premiers jours. 1000. Maintenant, c'est les 3000 premiers jours. Parce qu'on sait que ce qui aura été vécu de 0 à 7 ans va être fondateur. Exactement. D'accord ? Disons que quand l'enfant arrive au monde, on pourrait imaginer que c'est un petit ordinateur qui n'a pas encore de programme. Mais s'il rencontre un bon programmateur, ça va être un ordinateur très performant. Mais s'il rencontre un piètre programmateur, on va lui mettre des logiciels qui seront des pourriciels. Et il va vivre toute sa vie avec ces logiciels-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des remises à jour. Hein. C'est ça qui est bien. C'est que notre cerveau est neuroplastique. On n'est pas condamné. D'accord ? Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si je veux savoir quel parent j'ai été,
Je dois écouter ce que les enfants disent de moi, ce qu'ils me renvoient. Et ce qui est difficile, c'est pas d'être dans la culpabilisation ou de se taper, c'est juste de se dire, on a tous fait des erreurs. Et lorsque qui revient, ce qui m'est montré n'est pas le feedback en fait que je reçois, ne me paraît pas satisfaisant, à moi de me dire qu'est-ce que je peux changer. Ce que je disais, c'est que, je vous donne un exemple. Je reçois une famille, je travaille avec une commune, et la mère, elle a des difficultés, elle vit seule avec son enfant, elle a des difficultés relationnelles avec son fils. Donc, elle arrive, elle me dit, mon fils, il n'y a pas de problème psychologique, on n'a pas besoin d'un psychologue là-dedans, il faut juste qu'il écoute quand je lui parle. Donc, et elle me dit que son fils lui ment. Et elle ne le croit pas, même s'il dit quelque chose de vrai, elle ne lui croit pas. Donc, la question de confiance. Et qu'est-ce qu'on découvre au cours de l'entretien? Que le gamin ne savait pas qu'il venait me voir. Et il découvre au cours de l'entretien que la personne qu'il avait toujours appelée papa n'est pas son père. Comment tu peux construire une relation de confiance? Parce qu'en fait, on peut guérir de n'importe quelle vérité, mais on ne peut pas guérir de mensonges. Pas parce que le cerveau, il sait la vérité, en fait. Tu vois? Donc l'idée, c'est comment je veux que mon enfant me dise la vérité si moi, dès le départ, j'ai construit sa vie sur un mensonge. C'est ça là. Alors, donc, tu as compris, Myriam, nous sommes la source. Hein? C'est de nous que ça part. Et en fait, c'est vrai que la famille ou la famille d'accueil, c'est le premier cercle de socialisation de l'enfant. Si l'enfant ne trouve pas les éléments qui lui permettent de s'épanouir, nous avons d'autres milieux de socialisation. Ça peut être le centre de loisirs, ça peut être le club sportif, ça peut être un adulte autour de lui, ça peut être des fois l'école. Hein, l'enfant peut s'accrocher des fois à l'école. Donc, il n'y a pas que la famille où l'enfant peut se construire. Et très souvent, les enfants sentent où ils se sentent bien. Alors, malheureusement, des fois, ils peuvent trouver des milieux où ils se sentent bien, mais qui ne répondent pas forcément à leurs besoins. Et là, on peut trouver des situations très délétères, voire catastrophiques. Mais en tout cas, l'enfant, il va trouver un moyen, un lieu qui lui permette justement de se sentir bien, que ce lieu soit bienveillant ou pas. Donc, exemple, un ado, puisqu'on veut parler des ados. Les ados, systématiquement, on sait que ça va être, à cet âge-là, c'est le rejet de la famille, le rejet de l'éducation, le rejet même des valeurs que les parents auraient pu donner par rapport, puisque bon, maintenant, on a des copains, on a des pères, on se crée des petites communautés. Et en fait, ce sont ces communautés-là sur lesquelles on va s'appuyer plus que sur la famille. Et si, à ces moments-là, on ne trouve pas justement cette nourriture dont ils ont besoin pour se construire, eh bien, ils vont aller la chercher ailleurs. Et très souvent, les parents, des fois, disent, mais je lui donne tout. Oui. Mais il dit tout ça, il faut à case, il a boire, il a manger, il dit chômage. Mais souvent, encore une fois, on revient, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est de relations. Plus que de nourriture, c'est de relations, c'est d'échanges, c'est de mots, c'est de douceur, c'est voilà. Et ça, il va aller le rechercher ailleurs s'il ne le trouve pas au sein ou de sa famille naturelle ou de sa famille de Alors, je reviens volontairement sur une situation où l'environnement est compliqué et pourtant cet enfant va trouver des ressources qui va lui permettre quand même d'avancer et de réaliser de belles choses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a ce qu'on appelle les tuteurs de résilience. Je peux rencontrer quelqu'un qui va... Alors, tu vois, l'idée, c'est... Mes parents, c'est le modèle que je vais imiter. Donc, soit je peux faire pile, soit je peux faire face. D'accord? Donc, je peux très bien dire mes parents sont comme si, moi, je vais m'organiser pour être autrement. Mais c'est toujours la même médaille. Je ne suis pas forcément libre de mon chemin puisque je vais à l'inverse de ce qu'ils font, d'accord? Mais n'empêche que ça s'appelle la résilience. Donc, c'est pas parce que je suis blessé que je suis condamné. Oui. Ok? La blessure, je peux la transmuter en force. Les épreuves, je peux les transmuter en force. Et c'est ça la chance, en fait. Hein? C'est que je ne suis pas condamné par l'événement que j'ai vécu. Je ne suis jamais condamné. J'ai toujours la possibilité d'évoluer, de changer, de remettre en cause. Et ce qui me paraît important, c'est que nous arrêtions d'être dans le déni.
Par exemple, moi, je suis parent. Mon enfant, il arrive avec une difficulté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accuse l'école, le voisin, machin, ou est-ce que je me dis, OK, qu'est-ce qu'il est en train de me dire qui ne va pas dans mon système? C'est difficile de se remettre en cause. Et si je ne me remets pas en cause, je ne peux pas aller vers la confiance. D'accord? Et donc, en fait, l'enfant, il va nous envoyer des signaux, comme la vie va nous envoyer des signaux, que ce que nous faisons n'est pas tout à fait aligné sur la vie. Et parfois, comme nous n'écoutons pas les signaux, nous nous retrouvons avec des situations dramatiques. Soit une maladie, soit un enfant qui va poser un acte suffisamment fort pour qu'on ne puisse plus l'ignorer. Mais c'est juste qu'on apprenne à être à l'écoute, en fait. Et d'abord à l'écoute de soi. Alors, je retiens cette idée que vous disiez tout à l'heure, que ce soit le parent ou un tuteur de substitution, ou en tout cas, il y a une figure qui sert d'exemple et qui permet, qui donne les éléments à cette personne, donc aux jeunes, à l'adulte, on le verra aussi, pour repartir, rebondir. Donc, je voudrais partager avec vous ce que j'ai remarqué d'une maison d'édition que j'essaye de les avoir avec nous. C'est Woods Édition. C'est une maison d'édition, je ne sais pas si vous la connaissez, et qui justement a choisi de mettre en avant l'estime de soi, mais également la découverte et la valorisation de l'identité afro chez les enfants au travers de la lecture et des images positives. Est-ce que c'est en cela, quand on parle de référents, de repères, souvent, est-ce que c'est cela aussi qui peut aider à cette confiance en soi ? Absolument, absolument. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul par rapport à notre histoire pour nous dire, OK, ce qu'on nous a appris justement ne nous permet plus de nous construire. Et l'idée, effectivement, c'est de donner des figures qui nous ressemblent, une histoire qui est proche de la nôtre, en tout cas qui nous permet de nous identifier à autre chose que ce jusqu'à maintenant on s'est construit. Et en fait, permettre à l'enfant justement de se construire à partir de figures emblématiques, de héros qui lui ressemblent, d'histoires qui lui parlent. Et oui, ça construit effectivement l'être humain. Ça nous construit et ça construit l'enfant effectivement. Et c'est une très bonne démarche, vraiment. Alors, c'est ce que dit Huguette. Ce matin, j'étais au collège, je t'ai dit, et je demande aux élèves de 4e, citez-moi au moins le nom d'une femme noire célèbre. Oui. Ils sont foutus de me dire le nom d'une femme noire célèbre. Oui. Il y en a quand même un qui a trouvé Sylviane Telchid. Mais tu vois, parce que c'est récent. Mais je me rends compte que nos enfants, ils manquent de culture, ils ne lisent pas. Et ça serait bien justement qu'ils se rapprochent du livre, de la lecture. Et puis, ce que je veux dire en termes de représentation. Tu vois, dans la représentation, tout ce qui est noir est quand même négatif. Généralement. Si je n'ai pas conscience de ça, donc je vais véhiculer un rejet de moi. Et peut-être qu'il faut que nous nous posions des questions sur l'amour que nous avons de nous-mêmes en tant que peuple noir. Et mon sentiment souvent, c'est que nous ne nous aimons pas tant que ça. On ne nous a pas appris à nous aimer. Donc la confiance, et c'est cette démarche. On l'a dit tout à l'heure, la confiance est associée à l'amour dans un premier temps. Très bien. Et donc le fait d'avoir ces repères, ces figures aide. Ça permet de m'identifier à des héros noirs, puisque sinon j'ai toujours besoin d'identification. Donc nos modèles d'identification en général sont blancs. Alors je vais vous dire, moi ce que j'ai vu dans le collège, ils ont affiché des tas de photos de femmes célèbres. Et je n'ai pas vu la photo d'une seule noire. Voilà. Pourtant il y en a. Il y en a. Donc au collège, alors les classes, on a fait remarquer, s'appellent, je pourrais vous le dire, les classes s'appellent Nevada, je ne sais pas quoi, enfin Texas, voilà. D'accord, donc 4e Texas par exemple, ou 3e Nevada. D'accord. Je lis là, 4e Texas, 4e. Donc à quoi je m'identifie? Qu'est-ce qu'on me donne comme modèle d'identification? Alors que chez moi, il y a des modèles d'identification. Il y a plein de noirs qui ont fait des choses très chouettes. Mais même chez nous, déjà, chez nous, nous avons de belles et grandes figures, et notamment de femmes. Oui. Et les élèves, ils étaient incapables de me dire ne serait-ce qu'une solitude ou que je ne sais pas quoi. Ne serait-ce que celle-là. C'est ça, ne serait-ce que celle-là. Et pourtant, les aînés, ceux qui militent justement pour faire reconnaître ces personnes et ces personnages, peuvent avoir l'impression qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Donc, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Bien, aujourd'hui, nous avons un concurrent. Nous avons un grand concurrent. Quand je dis nous, je parle d'adultes et en particulier la famille, les parents. Et ce grand concurrent, c'est le téléphone portable et c'est Internet. Et c'est vrai que nos jeunes d'aujourd'hui, nos ados de maintenant qui sont nés
avec cette ère numérique, eh bien, ouais, on peut parler mais c'est pas ma référence. Moi, alors du coup, nous sommes en décalage avec eux parce que nous, on n'a pas cette culture-là. On ne connaît pas ces noms-là. Des fois, les miens me sortent des noms. Comment, tu connais pas? Ah ben non. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que nous, adultes, alors Eric, tu le disais, tu parlais de livres, mais je vais encore le dire. On lit pas. On lit pas. Alors, j'aime bien, nous, tu vois, adultes, on lit pas à la maison. Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Est-ce que les enfants voient des livres d'Aimé Césaire, des livres d'Ernest Pépin, de Sylvia Techid? Est-ce qu'on voit Marie Scondé? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, j'ai découvert ces auteurs quand j'ai dû partir en France. J'étais déjà adulte dans une bibliothèque d'une famille blanche où je vois tous ces auteurs. Alors, j'ai fait semblant de connaître, hein? Hein? Non, tout ça pour dire qu'en fait, il faut, en tant qu'adulte, en tant que parent, aussi se remettre en cause. C'est facile souvent. Ouais, mais il n'y a pas qu'à lire, pas qu'à ceci. Vous lisez, vous? Quel est le dernier ouvrage que vous avez lu? Donc, ok, oui, c'est vrai. Mais nous, encore une fois, quelles sont nos valeurs? On s'appuie sur quoi? Quelles sont nos propres figures? Oui. D'accord? Oui. En tant que parent, qu'est-ce qu'on véhicule? Est-ce qu'on parle de ça à la maison? Est-ce qu'on discute? Moi, le 8 mars, à la maison, j'en ai parlé à table. Hein. J'ai dit, bon, c'est pas une fête des mères. Hein. On ne dit pas bonne fête du 8 mars. Non, ne me dis pas ça. C'est quand même une sacrée journée de commémoration, de rendre hommage à des pionnières qui ont été emprisonnées. Certaines ont été tuées pour ça, pour qu'aujourd'hui, moi, Huguette, je puisse être là, parler librement, m'habiller comme je veux. Donc, voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est quel est notre projet familial? Quel est ce projet? Qu'est-ce qu'on donne? Quelles sont les valeurs qu'on transmet? Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est quand on parle de transmettre des figures identitaires, d'avoir des références. D'avoir des références. Ben ça, encore une fois, ça part de la famille. Encore une fois, il y a des parents qui ont très bien compris ça, qui peuvent emmener les enfants dans des associations où ils peuvent un peu avoir de la culture à l'époque, je ne sais pas, ça se fait toujours. Moi, je l'ai beaucoup fait dans les médiathèques où c'est très dynamique. On présente les livres. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne à lire ou à voir aux enfants par rapport à notre grand concurrent qui, lui, ne dort pas? Ce qui me vient, c'est qu'il faudrait, alors ça c'est autre chose, que les personnes qui décident dans ce monde prennent conscience de ça. Si tant est qu'ils ont envie qu'on ouvre les yeux. Voilà, parce que je pense qu'ils en sont conscients. Si vous, toi et moi, on en parle, je pense que ça y est. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, on va s'accorder un petit temps de pause, le temps aussi pour nos auditeurs de nous appeler, parce que cette émission est pour vous. On a parlé de confiance en soi, ces mécanismes de confiance en soi. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 05 90 10 29 45. Laissez-nous aussi vos commentaires parce que je suis sûre qu'on l'a parlé tout à l'heure d'avoir ces références, ces figures dans la famille. On le dit assez souvent, les grands-mères sont un repère parfois pour nos enfants. Nous-mêmes, on s'est appuyé sur nos grands-parents. Donc, partagez avec nous, je vous invite vraiment, partagez avec nous votre expérience. Comment, justement, ces figures autour de vous, même si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller en médiathèque ou de connaître les figures de d'autres pays ou de d'autres contrées, mais chez vous-même, dans votre famille, il y a des personnes qui vous ont permis de prendre confiance. Vous êtes appuyé sur cette personne et vous êtes dit, je ferai comme elle. Donc, le temps pour nous de se laisser porter toujours par ces femmes qui chantent. On va ensuite revenir vers vous, cher public, chers auditeurs, et rester connectés, bien sûr, sur Radio Côte Caraïbe. À tout de suite.
Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Bonjour, c'est Luc Feta. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est radio nous. Oui, Radio Côte Caraïbe, c'est radio nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à crier nous, héler nous par téléphone, quand il y a dit 05 90 10 29 45. Oui, nous là pour nous écouter les autres, d'avoir question à confiance. Est-ce que nous avons confiance là-dedans? En qui j'ai un médecin en branle, qu'on n'a pas bon. En qui j'ai un fait les voyages alentour, l'environnement, pas bon, mais en tout cas, vous vivez aussi. Donc c'est ça nous avons parlé après-midi là. Donc les mécanismes de la confiance en soi, nous commençons avec Eric Lana et Huguette Augustin. D'abord nous dire que c'est depuis un 20 ans maman là, tout le temps a commencé. Petit, c'est il a appuyé ici famille, maman, papa, famille, pour y avancer dans la vie. Et là, nous avons parlé de nous, à présent, les témoins qui grand monde, qui j'en nous fait nous-mêmes. Hein, parce que nous dit, là où commence les doutes, et parfois, c'est pas là, il y a dit la déchéance qui a commencé. Et ça n'est pas évident. Ça a empêché mon atteindre ça, des objectifs en vieille. Peut-être des parfois, il fait l'école, ou peut-être il pas fait aussi, mais il a confié les responsabilités et il a trouvé paix. Il a trouvé paix et il a senti Kabigidi. Voilà, c'est ça. Donc justement, la question de la place qu'on a dans la société en tant qu'adulte, comment à son tour, voilà, malgré les... Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un adulte. Je me réfère à la codification de l'analyse transactionnelle. Il y a un enfant, un parent, un adulte. Mais souvent, on n'est pas si adulte que ça. Tu parlais, l'adulte est capable de discernement. Par exemple, un adulte, c'est quelqu'un qui doit être capable d'identifier ses émotions, de comprendre que les émotions lui indiquent si ses besoins sont satisfaits ou pas satisfaits, et de faire ce qu'il faut pour satisfaire son besoin. Mais le plus souvent, les gens ne sont pas en capacité d'identifier leurs émotions. Quand je leur demande qu'est-ce que vous ressentez, ils me disent voilà, ils ne savent pas, on est déconnecté de nos émotions. Or, l'information juste, c'est d'abord l'émotion, c'est le ressenti. Ça arrive d'abord par le ressenti, après je réfléchis. Mais si je ne suis pas capable d'être connecté, de sentir que là, je commence à bouillir et pour faire ce qu'il faut pour aller calmer mon animal, eh bien, je vais déposer ma colère sur l'autre. Donc, être adulte, pour moi, c'est être capable de discernement. Et être capable de discernement, c'est être capable d'identifier son émotion, de la piloter, de comprendre ce qu'elle vient me dire et de faire ce qu'il faut pour que mon besoin soit satisfait. Alors, je vais être vraiment très basique. Qu'est-ce que ça a à voir avec la confiance, tout ce que tu viens de me dire? Parce que tu vois, la confiance, ça sous-entend que je me reconnecte à moi. Quand tu viens de parler de se connaître soi-même, qu'est-ce que je peux connaître de moi si je ne suis pas capable d'identifier mes émotions qui sont physiques? Je ne peux rien connaître, ça va être de l'abstraction. La première démarche, à mon sens, si on veut faire un travail de conscience, c'est que je sois capable d'être en mesure de identifier, est-ce que là je me sens bien, est-ce que je sens que ça coince, est-ce que pour pouvoir agir. Donc tu es en train de dire que c'est parce qu'on va se sentir bien on va se sentir en confiance. Oui. D'accord. Parce que la confiance, en fait, elle ne peut être que lorsque ma survie n'est pas en danger. Par exemple, lorsque j'ai peur, je me trouve en situation de survie. Et mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va prendre toute l'énergie, il va envoyer l'énergie vers les jambes pour que je puisse assurer ma survie. Mais si je suis... Voilà, imagine que mon cerveau, il m'envoie une information, émotion, par rapport à soit une situation dont je me rappelle ou une situation que je vis. Et que je suis capable de signifier à mon cerveau de survie, ok, j'ai reçu l'information, je m'en occupe. Et que je prenne le temps de respirer. Le fait que je sois conscient de ce qui se passe en dedans de moi envoie une information à mon cerveau. Il y a un pilote d'abord, sinon il n'y a pas de pilote, donc il continue. Alors, je vais volontairement prendre une situation où,
allez, on est entre ados ou même entre adultes, on se lance des défis parce qu'elle nous a bien aimé faire ça entrer. Donc elle dit, ouais, mais ou pas capable de boire toute l'eau là, il y a dans le verre là. Oui. Mais finalement, au fin de boire, Oui. quoi sentir fort, donc quoi sentir bien ou pays boire des encore finalement. Oui, oui. Mais pourtant, on partait dans une situation où c'était... Si, tu as survécu ton danger à partir du moment où tu es dans un Quand tu défi. n'aimes pas le défi. Tu as un défi, tu es dans une compétition. D'accord? Et la compétition, c'est la survie. Ok. La compétition, c'est toujours la survie. Ce qui est la vie, c'est la coopération. Et D'accord? donc, dans ce cas de figure, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est de dire à l'autre, non, c'est débile, je ne vais pas le faire parce que ça va me mettre en inconfort. Ça risque de... Non, mais si finalement, il est allé plus loin, c'est-à-dire au départ, lui-même n'était pas sûr de pouvoir terminer ce qu'il y a dans le verre. Voilà. Mais en même temps, si quand il a dit, il peut prendre rien, il peut prendre des... Mais c'est justement ce que je te dis, Myriam, dès le départ, quand la personne a sa confiance bien développée, elle est capable, dès le départ, je me connais. Elle n'a pas besoin d'aller à ce niveau-là. Elle dit non, elle dit, c'est débile, je ne le fais pas. J'ai rien à démontrer. J'ai rien à démontrer. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Donc si tu entres dans le jeu, en fait, au demeurant, nous sommes souvent dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, des jeux psychologiques. Victime, bourreau, persécuteur. Et j'ai besoin de démontrer que je suis un petit mal. Dans son couillon, oui. Tu vois, j'ai rien besoin de démontrer une fois que je sais qui je suis. Une fois que je sais qui je suis, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est important. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes trop déconnectés de nos émotions. En fait, il y a eu une espèce d'idée d'une désincarnation. On ne peut pas vivre, par exemple, une expérience spirituelle si on ne se réincarne pas. Or, les religions ont quand même beaucoup diabolisé le corps, la sexualité, ce qui fait qu'on s'est souvent désincarné. De toute façon, Eric, tu l'as bien démontré, nous sommes avant toute chose, des êtres d'émotion. Cette enveloppe, ce corps physique, c'est une enveloppe où, à l'intérieur, il y a un être, disons-le, Eric, spirituel, qui est un être d'émotion. Et ce sont nos émotions, notre baromètre. Et quand on est connecté à soi, nos émotions viennent nous dire où est-ce que ça va pas, où est-ce que ça coince. Je voudrais aborder avec vous, puisqu'en fait, à l'âge adulte, il me semble que c'est un petit peu plus compliqué par rapport à l'enfant qui, au départ, n'a pas encore conscience de certaines choses. On a deux aspects et on va essayer, avec le temps qui nous est imparti, d'aborder ces deux aspects. Sur le plan personnel, on peut, on a obtenu les différents diplômes, on est en train de... Ça y est, on a commencé à travailler. Mais voilà-t-il pas que marié, ou en tout cas on a un compagnon, et finalement, au travers de son attitude, de ce qu'il a pu nous dire, ça nous démonte. Donc c'est parce qu'on a à un moment donné perdu confiance en soi. Ou alors on a des blessures qui nous viennent de l'enfance. Possible, effectivement. En général, quand on va chercher, on trouve. C'est vrai, tu as raison, l'autre, il ne me blesse pas. Il réactive mes blessures, voilà, et c'est une opportunité pour que je prenne conscience de ces blessures-là. Est-ce que tu vois? Donc, c'est tout ce qui me touche parle de moi. L'autre, il va mettre... Et les enfants, ils ont l'art de faire ça, de mettre le doigt dans ce qui fait mal en nous. Donc, et c'est au contraire une opportunité de me rendre compte, ouais, mais on passe sinon qui ça, hein. Parce qu'il dit ça, ou quand il est tard, donc on passe sinon. Oui, parce qu'en fait, tout le long du processus éducatif, pour plaire à maman, pour plaire à la société, pour plaire à un tel, je portais des masques, où je me mets des écrans, des filtres. Et en fait, à un moment, tôt ou tard, ces filtres-là viennent se fissurer quand on vient justement rappeler des choses. Quand nous, volontairement ou involontairement, on a lissé, mais elle est toujours là, cette blessure. Cette peur est toujours là. Chaque fois que quelque chose ou un événement, une situation vient l'activer, bam. Alors, je profite pour faire un petit coucou à Gertie Curier, qui nous dit merci de nous éclairer sur l'estime de soi et la confiance en soi. N'hésite pas d'ailleurs, Gertie, à nous laisser un petit message, à poser tes questions, à profiter de l'expérience d'Huguette et d'Éric cet après-midi. Merci à tous ceux qui sont connectés, même si vous ne prenez pas la parole ou vous ne laissez pas votre commentaire. Certainement que vous y trouvez des réponses. Alors, pour continuer en ce sens, on entend à l'instant dire qu'on... On a
On a ressenti donc cette blessure qui a réveillé quelque chose en nous. Maintenant, ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est une fois qu'on a admis qu'on est dans cette situation, voilà, j'ai été blessée, il m'a dit plein de choses, il m'a insulté, on parle de violence justement par rapport aux femmes. Comment fait-on pour rebondir? Bien, soit on a les ressources soi-même, soit on fait appel On se à fait Huguette, ou on fait Ouais, appel oui. à Eric, on Et fait en appel à fait, quelqu'un. ce que Eric ou Huguette va faire, c'est tout ce qu'on vient de dire. Oui. On va commencer par aller découvrir qui tu es. Voilà, on va faire ce qu'on appelle l'anamnèse. On va faire ton historique et on va des fois se connecter à telle ou telle douleur et te permettre d'aller chercher c'est qui, c'est quand, c'est quoi, c'est comment. Et te faire, des fois ça peut être douloureux parce qu'on revit certaines choses, mais des fois c'est nécessaire aussi. Et une fois qu'on a connecté à ça et on sait qui on est, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce qui on est, ok, ce qui tu es, que tu as mis le doigt dessus, ça t'a servi un moment, pas certainement, ça a servi un moment. Tous ces masques, tous ces filtres nous ont permis d'avancer, de tenir le coup, d'être dans la résilience des fois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais de ça? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Particulièrement pour les femmes battues, des fois. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Parce qu'en fait, on va découvrir que tout cela a enclenché des processus de survie qui vont faire qu'on va s'accrocher à un tel, parce qu'on n'a pas cette estime, cet amour de soi, et on va le chercher à l'extérieur de soi. Et on peut se perdre en allant totalement en quête de... Parce qu'en fait, l'être humain, il veut quoi? On cherche tous à être heureux, n'est-ce pas? C'est ce bonheur qu'on cherche, et on va le chercher à l'extérieur tout le temps. Et des fois, en le cherchant, on peut encore se blesser un peu plus. Et en fait, l'idée, c'est arriver un moment à faire stop. Arrêt sur image. J'ai entendu. Arrêt sur image et permettre à la personne d'aller chercher en elle les ressources qui lui permettent de pardonner. Ça passe souvent par là. Pardonner. Donc se pardonner soi-même déjà pour continuer à avancer. Ah oui, toujours. Oui. On peut pardonner à l'autre, mais c'est surtout se pardonner à soi. Pardonner des fois la situation aussi et de dire ok, ça m'a servi, aujourd'hui ça ne me sert plus, je veux avancer et je décide comment je vais avancer. On doit aussi pardonner à Dieu. Tu vois? Pardonner à Dieu? À Dieu. Alors, on va y revenir. Alors, cette relation à Dieu, la spiritualité, la religion, on va y venir. Alors, je crois qu'on a justement une auditrice. Les femmes se manifestent cet après-midi en ligne, donc sur le 05 90 10 29 45. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Absolument, on vous entend très très bien. Alors, le son passe très très mal chez moi, mais c'est pas grave, j'arrive à entendre quand même. Alors, donnez-nous... bonsoir Myriam, c'est Gertie. Donc, bonsoir Gertie, je suis ravie que tu aies donc franchi le pas. Alors, Gertie, donc Curier, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, rappelle-nous, tu appelles de quelle commune? Alors, en fait, là, je suis aux Abîmes cet après-midi. Très bien. Je suis de Vieux-Habitants, mais j'appelle aux Abîmes cet après-midi. Je voulais déjà remercier les deux invités, Eric que je connais et donc la dame que je me rappelle plus de son nom. Huguette. Voilà. Alors, voilà, donne-moi juste 2 minutes, Gertie, parce qu'en fait, nous, on a un petit souci à l'intérieur du studio. Nos invités ne t'entendent pas, donc de façon à ce que voilà, tout le monde puisse participer à cette discussion avec toi. Alors, normalement, ça y est. Donc, on t'écoute attentivement, Gertie. Voilà, je voudrais déjà les remercier tous les deux. Hein. Donc, effectivement, pour cette... je remercie aussi Myriam pour cette idée d'émission, en ce 8 mars, en plus particulièrement. Je voudrais juste dire, vous voyez, aujourd'hui, j'ai reçu pléthore de messages sur... Alors déjà, j'ai recadré un peu les gens parce qu'on me souhaitait une bonne fête. Et j'ai pris le temps quand même de dire aux gens que ce n'était pas ma fête et que c'était effectivement la journée internationale des droits de la femme. Et notamment, il y a une chanson qui revient en boucle. C'était très bizarre et ça m'a choquée. C'était très joli, c'était chanté, c'était vraiment très sympa. Et où la femme, elle dit, je suis soumise et je pardonne. Je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais je suis soumise à qui dans cette société? Je pardonne, mais je pardonne pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est vrai, depuis tout à l'heure, je vous écoute et je me dis, c'est pas toujours facile parce que nous avons reçu une éducation, ce que j'appelle à la guadeloupéenne, où on apprend à s'écraser, à s'effacer. Et
Et moi, ça me pose un problème. Et aujourd'hui, effectivement, pour ça, je suis contente que vous fassiez ce type d'émission pour aider les gens à prendre conscience de qui ils sont, de ce qu'ils ont d'important. Effectivement, alors tout à l'heure, on disait, c'est vrai que c'est pas facile de descendre dans la cave, d'aller voir ce qui se passe. Et c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Et je me dis, oui, nous devrions tous faire ce travail parce que c'est important qu'on reste tous et avancer, pas être des Voilà, c'était ça un peu le message que je voulais partager parce que je sais que c'est pas facile. Moi, je l'ai fait ce travail, mais c'est pas évident de descendre dans cette cave qui est sombre, de toucher et de pouvoir remonter. Alors, si je peux me permettre, Gerty, nous devons le faire. Hein. Si je puis me permettre, Gerty, tu disais que tu as fait ce travail personnel. Est-ce que tu l'as fait seul, en prenant le temps, en te documentant, ou est-ce que à ce moment-là, tu as consulté un professionnel? Alors les deux. En fait, c'est-à-dire que j'ai compris, c'était suite à une pathologie, et malheureusement, très souvent, on le fait, souvent parce qu'on a une épreuve dans la vie, et je voulais comprendre. Alors, notamment, c'est vrai que j'avais commencé le travail, parce que moi, je vivais à Paris à l'époque, j'avais commencé le travail à Paris, et en fait, la personne qui m'a vraiment aidée, c'est Eric. Parce que j'ai rencontré Eric lors d'une de tes conférences à Bouillante, Myriam, autour d'un thème, c'était la relation mère-fille, et j'avais rencontré Eric ce jour-là. Et Eric m'a permis de comprendre, aider, en tout cas accompagner pour comprendre là où il y avait des nœuds, des clés qu'il fallait effectivement défaire. Et c'est vrai, c'est pour ça que je parlais de l'éducation à la guadeloupéenne, parce que quand on arrive au monde, on est neutre, mais en fait l'éducation qu'on reçoit nous formate d'une certaine façon. Et c'est pour ça que c'est important. Et moi je dis toujours aux gens, n'hésitez pas, les thérapeutes, les professionnels sont là pour nous accompagner. Il ne faut pas hésiter un seul instant à les consulter, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les clés, de savoir comment faire, parce que la personne ne va pas vous apporter la solution, mais vous mener vers le chemin pour essayer de mieux comprendre en tout cas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Gerty, pour ton témoignage. Ravi. Et puis, reste connecté, bien entendu. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Très bien. On va laisser donc, merci encore. On va laisser donc nos deux professionnels réagir. Mais rapidement pour dire, Gerty a fait allusion à ce que nous mettions en place avec l'association Kilti Contré. Cinéma la Cour, c'était un concept, ça va y revenir, où on proposait donc un court-métrage réalisé généralement par des Antillais-Guyanais qui porte sur une thématique, là en l'occurrence c'était sur la relation mère-fille, et qui à partir de là effectivement nous avions des discussions avec là aussi des professionnels. Eric nous a accompagnés, Raymond Otto, Monsieur César aussi et d'autres, pour justement commencer à faire jaillir cette parole qui est à l'intérieur, et pour commencer justement, et c'est ce qui aujourd'hui d'une certaine manière, me permet d'aborder avec vous les mécanismes de la confiance en soi. Donc, Eric, Huguette, qu'est-ce que vous inspire justement ce que Gerty vient de nous révéler, Gerty ne dit pas différemment de ce que nous avons déjà dit. Hein. Oui, c'est aller à la rencontre de soi. Et c'est vrai, des fois, ça peut être douloureux, c'est ce qu'on disait juste avant. Hein. Descendre dans la cave, comme elle dit, parce que cette cave, on y a enfoui tellement de choses et on a éteint la lumière. La lumière, elle n'a pas disparu, on a juste appuyé sur l'interrupteur. Et quand un professionnel permet d'y rentrer, c'est pour juste remettre la lumière et de regarder. Se regarder en face, regarder ses peurs, regarder ses blessures, regarder là où ça ne va pas, regarder là où je me suis oubliée. Regarder comment le processus d'éducation a fait qu'à un moment, je me suis oubliée. Et là, en fait, les Eric, les Huguettes vont permettre aux personnes justement de reprendre possession. Et des fois, je dis reprenez votre pouvoir. Oui, voilà. Ça, en fait, reprendre son pouvoir. Oui, Eric. D'aider l'autre à. En fait, c'est pas le thérapeute qui fait le boulot. Hein. Oui, elle l'a dit d'ailleurs. C'est un révélateur, voilà, en fait. Voilà, la lumière. C'est ça. Il ne faut pas croire que je suis Superman, patati. C'est vrai, tu montres un chemin, l'autre, il le fait ou pas. C'est-à-dire que la personne qui vient est déjà en chemin. D'autant j'habite village, hein. Alors pour être village, il faut vraiment motiver. Donc la personne est déjà en chemin. Donc tu as juste à l'accompagner et parfois à révéler, à mettre le doigt sur un truc qui va créer un déclic. D'accord ? Donc il faut être très humble, c'est pas... Mais l'idée c'est juste que la personne mette en conscience ce qui fait mal. Parce que en fait, Jung nous dit que tout ce qui ne vient pas à la conscience se transforme en destin.
Autrement dit, tout ce que je n'aurais pas porté à la lumière de la conscience va se remanifester dans ma vie de façon toujours plus forte jusqu'à ce que... Parce que la vie est bienveillante, en fait. Qu'est-ce que la vie veut? C'est que je sois bien. La vie n'a pas envie que je sois mal. La vie irait bien si les gens étaient bien dans leur vie, arrêtaient, enlevaient le masque, enlevaient... Ouais, c'est ça. Mais sauf que pour survivre, quand on est enfant, on est obligé de se soumettre au driver. Soit fais plaisir, soit dépêche-toi, soit parfait, soit fais des efforts. T'es obligé, t'as pas le choix. Et donc, c'est ce programme de survie que tu as mis en place qui continue à piloter ta vie. Donc, l'idée, c'est juste que je peux changer le programme, sortir de la survie pour aller dans la vie. Très bien. Alors, je profite pendant qu'on est encore en train de réfléchir à cette thématique, les mécanismes de la confiance en soi. Jacques Ségère-Gideon, qui est donc sur notre Facebook, qui nous suit. Merci encore, Jacques. Merci, on pile. D'avoir dit nous petit cause là en affaires et bien. Donc ben oui aussi c'est vrai nous qu'a essayé petit bazot outils pour qu'ils savent qui j'en pour faire et pas hésiter Jacques vous aussi à dire nous en qui j'en quoi faire pour leur voir qu'on l'a pas bon leur voir alentour tout le monde crasé nous passer par Covid nous passer par une autre situation qui était mettre nous à mal quand on a dit dis-nous en qui j'en vu ça et pas hésiter. Criez-nous, et vous et d'autres aussi qui écoutez nous au 05 90 10 29 45. Laissez questions aussi, comme ça, Huguette et Eric qui prend plaisir pour nous répondre à ça. Parce que c'est pour ça aussi nous fait émission là, pour nous beau canter et pour nous prendre d'autres ballons pour demain. Alors, on a dit sur le plan personnel, on peut être touché, on a des blessures personnelles. Mais quand maintenant s'invite la sphère professionnelle. Voilà, jusqu'ici, ça se passe bien, on a pu s'en sortir, diplôme ou pas, on est dans un poste dans lequel on est à l'aise, mais voilà qu'intervient un manager qui nous bouscule, dans son attitude, ou parfois dans ce qu'il ne dit pas d'ailleurs, les gens qui se sentent au placard, les gens qui... voilà, des formes d'insultes, de mépris. Comment on s'en sort de ça? Parce qu'il faut quand même garder le cap. Alors, on va inciter certaines personnes à changer de vie, à changer de métier, mais la confiance qu'on avait en soi-même, en ses capacités, parce qu'il s'agit de ça, a été mise à mal. Ok. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a jamais rien acquis de façon définitive. La vie va nous éprouver. Et j'aime bien, on dit, bon Dieu, pas rien, on cherche tout fort bas. Tu vois, donc ce que je vais vivre comme une épreuve, ça peut être une chance aussi. Tu vois, je te fais, moi, dans mon parcours professionnel, j'ai fait 10 000 trucs. J'ai quitté l'école très tôt et j'ai été d'abord électricien. Et j'avais postulé à Selbonne. Ils cherchaient un électricien. Ma candidature n'a pas été retenue. Je suis revenu à Selbonne en tant qu'infirmier puériculteur. Donc, s'ils avaient retenu ma candidature, je ne serais pas reparti. Donc, je pense que lorsqu'on vit une situation, il faut arrêter de se poser en victime et se dire qu'est-ce que la vie m'invite à mettre en conscience là. Parce que, vous savez, c'est la baïe bœuf jambé. C'est ça. Bon, voilà. Ça. Donc, il ne va pas s'en prendre à n'importe qui. Donc, chaque opportunité, c'est Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. D'accord? Oui, mais en cas côté là, Eric, avant de laisser Huguette intervenir, c'est ça. Ça peut paraître facile au monde qui joue là, il cache chez travail. Oui. J'ai envoyé 50 CV. Il ni diplôme, il attrape petit express, et pourtant, il peut trouver. Il peut trouver, quoi, il dit, on leçon à dans ça là. Si, Myriam, parce que il est possible que je n'ai pas le droit de réussir, que je n'ai pas le droit d'être heureux. Est-ce que tu vois? Et si j'ai ce programme-là, il y a un truc qui bloque parce que tout n'est qu'énergie, vibration, information. Donc, je dois toujours me dire, en fait, tu vois, nous sommes créateurs de notre réalité. Nous ne sommes pas des victimes de la... Qu'est-ce qui, en moi, peut-être, fait que je n'ai pas le droit, peut-être, d'accéder à ça? C'est pas évident, mais c'est juste, il faut vraiment... C'est pas de se culpabiliser, c'est de se dire qu'il y a sans doute en moi un frein qui fait que je ne peux pas accéder. Aïe, je ne sais pas si je peux l'entendre. Je veux me retourner vers mes auditeurs. Ouais. Alors, Huguette, vas-y, et après on va... Alors, rapidement, je vais quand même lire le commentaire donc, de Gertie qui nous dit « Les épreuves de la vie nous mettent très souvent sur un chemin meilleur. » Absolument.
Alors, Absolument. Huguette. En fait, pour revenir à ta question initiale, tu sais, Myriam, la personne qui cherche du travail, qui a fait de longues études, qui se sent prêt à venir, qui se présente sur le marché de l'emploi, si son estime d'elle-même, sa confiance en elle-même, à ce moment-là, n'a pas été travaillée, elle va se retrouver face à ce manager, elle va le subir. Cette même personne, son collègue juste en face, qui cavine, même diplôme, mais bien aidé, parce qu'ils savent qu'il y est, il peut passer là. Alors, il y a la situation du management, mais Eric a dit quelque chose là par rapport à cette personne je reviens sur ma situation, je suis un petit peu entêtée là-dessus. Il est demandeur d'emploi. Il ou elle d'ailleurs, hein, peu importe. Mais des fois, ça fracasse plus peut-être les femmes. J'ai déjà envoyé 50 CV. Je sais que normalement, le poste là, je le vois, j'ai envie, je veux travailler à cet endroit-là, j'ai ce qu'il faut, je postule. Pourtant, après 10, 20, bon, des fois, on ne me répond même pas. On commence à se dire, mais attends... L'état d'esprit. Mon état d'esprit. C'est-à-dire? L'état d'esprit de gagnant, je veux à tout prix, je le visualise, je le déclare. Ce poste-là, il est à moi. Non, mais la personne est focus. Mais, non, elle est focus dans les actes. Oui. Elle pose des actes, mais est-ce que c'est connecté avec qui elle est? Parce que la société veut que je travaille. Oui, donc, il faut que je travaille. Donc, je fais mécaniquement ce qu'il faut. J'envoie mes CV, mes lettres de motivation, mais ma vibration. C'est ça. Alors, vas-y. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il est possible que dans mon conscient, j'ai envie de ça, mais qu'il y a un frein dans mon inconscient qui est un phénomène de survie, une partie protectrice qui ne me permet pas d'y accéder. C'est comme si j'accède là, ma survie serait en danger. Donc, si je ne travaille pas sur ce processus-là, je ne vais pas débloquer le truc. Tu vois, et je vais continuer à faire la même chose et me dire, pas ni chance, pourquoi ça qu'arrive moi. Oui, puis c'est pas faute de moi, en cas chez travail, hein. Mais en détail, il a freiné à 1000 à l'heure. On va dire à son conseiller ANPE, Pôle emploi, il faut que je me recycle. Oui. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et elle, en fait, elle va regarder qu'effectivement, elle a tout fait et que, ouais. Mais si on se pose, on dit, OK, qu'est-ce qui te fait peur là? Qu'est-ce qui te freine? Mais il y a rien. Alors, non, c'est ce que tu dis. Alors, Dadou nous dit, oui, voilà, madame a mis le doigt dessus, c'était l'état d'esprit. Elle est d'accord avec nous. D'accord. Oui, elle n'était pas tout à fait d'accord avec Eric tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est une question d'état d'esprit. Oui. Oui, mais... C'est pas une question d'état d'esprit, c'est plus profond que ça. Alors, ça va nous amener à aborder une dimension autre, qui est la dimension spirituelle. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, alors, la dimension spirituelle, qui n'est pas à confondre avec la religion, oui, est expliquée aujourd'hui par une partie de la science qu'on appelle la physique quantique. D'accord? C'est-à-dire que tout est déjà existant, et ce que je vais récolter va être fonction de ce que je vais envoyer. Donc, autrement dit, par exemple, si je fais une prière, ma prière, ce n'est pas la parole, ce sont les vibrations que j'envoie. Bon, donc parfois, je peux me dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais sauf que s'il y a un blocage et que je n'ai pas le droit de réussir, du point de vue de ma survie, réussir, ce serait me mettre en danger. J'ai du mal quand non, tu dis alors, pas le droit de réussir. L'idée, enfin, quand tu dis que je n'ai pas le droit, j'ai programmé. C'est pas moi qui l'ai programmé. C'est le processus éducationnel, le processus qui a fait qu'il a été mis un programme en moi et des croyances, parce que avec ce programme, il y a les croyances qui vont avec. Hein. Et mes croyances, tant que je ne mets pas le droit sur ces croyances-là, eh ben, les choses vont... C'est le logiciel. Donc, vous rejoignez donc ceux qui disent que maintenant tout est énergie, tout est vibration et que finalement on fait l'acte physique, mais notre mental, notre... c'est un acte plus. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un physicien quantique qui s'appelle Philippe Guillemont. Il nous dit en fait que tout est déjà créé. Il n'y a rien, on ne crée rien. C'est juste que le futur existe déjà et est connecté. Et que si par exemple je vis dans la joie, je vis dans la joie, dans la foi, eh bien je vais avoir un futur de joie. Si je vis dans la peur, je plante de la peur, je vais récolter de la peur. Donc en fait, ce que tu disais, Huguette, c'est que nous avons beaucoup de peur. Oui. Et la peur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais oui, parce que le contraire de la peur, c'est l'amour. Hein. C'est la peur et en face, c'est l'amour. Et de l'amour découle
toutes les actions et pensées dites positives et de la peur, voilà. Autrement dit, si j'étais connecté à cette source d'amour, je n'aurais pas besoin de lutter. Les choses viendraient à moi. Tu comprends? Je sais pas, c'est peut-être pas évident, c'est pas habituel, mais il faut bien que je comprenne que je suis créateur de ma réalité. Donc rien ne m'arrive comme ça, je suis créateur. Et ça, c'est pas évident à prendre non plus. Hein? Non, c'est compliqué, mais une fois qu'on s'y met, on se rend compte, à partir d'expériences super intéressantes, on dit aussi, ma pensée crée ma réalité. Bon, alors, en cas de sentiment des gens, c'est quoi, elle a eu besoin de réagir, t'as l'émission là, qui est bout, il est tellement vite à dire. Alors, en cas pour moi, Chantal Parnas, bien bonjour tout le monde qui est à ce plateau-là, donc bien bonsoir Chantal Parnas. Il a dit, en cas que les autres avaient attention, question au moins, c'est qui maniait pour réagir là où il y a un manager qui pas qu'à façader avec un travail, il pas quand même ressenti souffrance d'avoir toujours un bureau. Qui gens pour ce travail elle a fait? Mi débat. Alors, ça qu'a proposé les autres. Nous avons fait un petit campo. Nous avons réfléchi à qui gens nous avons répondre Chantal bien. Et puis nous avons revenir et bon, t'as nous sommes obligés, mettons, on fouille dans ça, mais en tout cas, nous qui répondre à la question à Chantal, nous avons fait un petit campo et nous avons venir une fois. Restez connectés à Radio Côte Caraïbe. À tout à l'heure. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Bonjour, c'est Lisbert. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Eh bien, messieurs et dames, nous bien contents avec nous après-midi là. Dans le beau cantage là, ça, nous avons parlé de mécanisme de la confiance en soi. Et Chantal, bon, nous dossier avant nous bout à ces émissions là, ça, puisque nous faut nous finir à 5 heures pour permettre Johanna tout à l'heure qui caresse voix un petit monde qui nous rêve. Et ça qui permet de nous continuer à donner certains gens assez confiance parce que lui-même, déjà, ça qu'il fait. Alors, nous allons revenir à ces questions à Chantal qui t'a dit que manager là toujours en bureau. Et en qui j'en fait travailler, qui j'en travaillé là, qui fait avec mon nasa. C'est ça de tes dit, hein. Oui, nous adore la confiance en soi. C'est ça. Donc ça veut dire, lève-vous, salarié là, collaborateur, tu as la confiance en toi, tu es en capacité de dire, waouh, mon manager souffre. Au final, c'est qui est en souffrance. Et oui. Peut-être qu'il peut même savoir ça. Non, et en plus, il ne le sait pas. Mais toi qui as développé cette estime et cette confiance en toi, ton job, tu le connais. Et vous savez, pour l'avoir vécu, moi, dans une équipe, quand il y a un élément, qui est un élément de joie, un élément de paix, eh bien, tes collègues ont qu'à lui dire, qu'est-ce qui se passe? Tu as quelque chose de changer. Et en fait, que toi, tu vibres ce sentiment de bien-être, forcément, ceux en face de toi sont impactés. Le contraire est vrai aussi. Quand au sein d'une équipe, on n'a que des personnes qui souffrent, qui se piquent, qui sont dans le désamour d'elles-mêmes, ben forcément, ça rejaillit sur l'équipe. Mais si dans l'équipe, il y a au moins une ou deux personnes qui sont bien, ça se ressent aussi au sein de l'équipe. Donc peut-être que c'est le salarié qui est en train de bousculer son manager. Absolument. Et que le manager, par rapport à sa problématique... C'est ça, voilà, absolument aussi. Donc il ne faut pas y payer.
Voilà. Hein, Chantal, Non, C'est ça. papa, non. Oui, non, dis mon ça, continue rouler depuis ça il n'y a fait. C'est ça, hein, Absolument, exact. c'est Vous, ça. c'est-à-dire, ou camper à dans souveraineté, ou savent qu'on pas là pour que ça fasse à l'autre là, Eh ou oui. là pour coopérer. Mais on là pour être aussi à don compassion. Comprendre que l'autre là, qui a fonctionné là, c'est que juste ça fait aimer. Après, il a fait ça exprès, hein. Il a fait ça, il paye, Il il paye, paye, paye. mais c'est qu'il pas bien vie, si pas bien, donc peut-être il y a un poste qui est trop fort pour Kadaï, ou pas aussi, ça peut arriver. C'est pas vrai. Et Mais justement, c'est à ce juste- moment-là, ça, vous salariés, c'est pas justement d'aller dans le jugement. Non, Au c'est ça. contraire. C'est ça, Au c'est ça. contraire, Mhm. c'est d'être dans la compassion, D'être dans la compassion. et de dire, OK. Et de dire, comme dit Jésus, Père, pardonne-les, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Quoi. C'est juste ça, vous comprenez? C'est-à-dire que quand toi, tu montes en conscience, tu découvres des choses et parfois, tu peux rendre l'autre inconfortable si tu es trop en confiance. C'est-à-dire si tu apportes trop de lumière à quelqu'un qui est complètement dans l'obscurité. Ouais, comme on peut aveuglé, il pas à l'aise. Alors Chantal dit nous merci. Alors Chantal, c'est nous qui a dit merci d'avoir posé question là ça parce que peut-être ni monde qui a écouté quand est là mais qui a écouté aussi après et qui est bien content trouver réponse là ça. Merci on pile Chantal. Alors nous presque bout Ça va vite, ouais, nous l'hôpital a dit en TJ comprendre que nous pas tout ça temps mais on bien content nous passer un petit moment là ça. Alors avant nous bout vraiment des mots quatre paroles pour nous dire qu'on nous retienne de ça et surtout pour les gens qui écoutent nous qu'ils retiennent de ça nous dit après-midi là. Donc Eric comme on commence l'émission là avec nous quand tu peux dire ces mots là nous dit les mécanismes de la confiance les en soi. mécanismes c'est la responsabilité. Je suis 100% responsable de tout ce qui arrive dans ma vie. Même si c'est difficile, si je n'accepte pas ça, eh bien je suis une victime. Et quand je suis une victime, je n'ai pas de pouvoir. Donc quoi qu'il arrive, je dois comprendre que c'est moi qui ai créé ça. Et que ce qui vient est toujours juste par rapport à ce que j'ai besoin de mettre en conscience. Mon Dieu, on cherche tout fort pour. Le non-jugement. Nous, toi, aimer juger. Ça bon, ça pas bon. Je ne juge pas. L'échec, ça n'existe pas. J'ai fait des essais-erreurs et j'apprends de mes erreurs. Donc, il n'y a pas d'échec. C'est important aussi d'apprendre à vivre au présent. Nous toujours qu'à craindre l'avenir ou nous pèse à y passer. Donc, être dans le présent, l'éternité, c'est le moment présent. D'accord? Là, on est dans le présent, on est bien, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 minutes. Je crois que c'est important aussi d'être flexible. De ne pas croire que je sais, mais d'être capable de s'adapter à une situation, de comprendre le contexte et puis de ne pas arriver, moi, je suis le petit mal, mais je comprends le contexte et j'adopte toujours la position basse. Ça me paraît des clés importantes. Ça me paraît important aussi d'arrêter de vouloir tout contrôler. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Je fais tout ce qui dépend de moi. Et je fais confiance à quelque chose de plus grand en moi pour m'aider. C'est ça la foi. Hein? La foi, c'est vraiment de me dire qu'il y a en moi une part de divin qui est plus grand que moi et à qui je confie une part. C'est aussi ça, pardonner. Pardonner, c'est donner une part à quelque chose de plus grand que moi. Tu as parlé du pardon, mais le pardon, c'est pour ma gueule. Hein. C'est pas pour oui. C'est pour lâcher un se truc qui libérer me fait soi. souffrir. Hein. Oui. Donc le pardon est thérapeutique. Okay? C'est important de le comprendre. Et puis de se dire que la vie est expérimentation. Donc on est là pour expérimenter et puis ne pas vouloir peut-être un résultat trop précis. Il faut vouloir que la vie nous surprenne aussi. Si on veut du nouveau, il faut que ce qui arrive soit imprévisible. Et j'accueille l'imprévisible. D'accord? Voilà, un peu. Et vraiment revenir à cette idée que nous sommes porteurs d'une part de divin et que si nous y étions connectés, la vie se déroulerait tranquille. Très bien. On va aller tranquillement vers la vie de Huguette par rapport à cette thématique. Elle n'est pas différente de celle d'Éric, mais je vais la dire à ma manière. C'est qu'en fait, tout commence par soi. Toujours, tout commence par soi. Et découvrir qui je suis est le processus de départ. Et le découvrir qui je suis doit m'amener à faire justement cette anamnèse, hein, comme tu disais, comme on sait la faire, c'est je stoppe à un moment, je fais le point et je découvre mes différentes blessures, mes différents masques, je travaille dessus, je coupe, je pardonne, je guéris, je laisse aller, je lâche prise. Ensuite, des valeurs. Travailler sur des valeurs. Est-ce que j'en ai des valeurs? Quelles sont-elles ces valeurs? Valeurs acquises, valeurs apprises ou alors de nouvelles valeurs que je définis pour me permettre d'aller là où je veux aller. Et en fait, l'idée, c'est au moment où je fais stop, c'est de définir
où je veux aller. Et à partir de où je veux aller, quels sont les processus, les étapes que je mets en place. Et en fait, l'idée, c'est de savoir si à partir de maintenant, je travaille à partir de l'amour ou à partir de mes peurs. Et en fait, on sait aujourd'hui, c'est en étant plongé dans cet espace d'amour qui est en nous, puisque tout étant déjà là, c'est juste permettre à ce qui est déjà là d'émerger et de travailler à partir de l'amour. Et en général, quand on fait ça, ça va plus ou moins bien. Et même quand les épreuves arrivent, on est outillé, équipé pour faire face. Parce qu'en fait, on a oublié de dire une chose, Eric, la vie, c'est un jeu. Oui, et quand on connaît les règles du jeu, on peut prendre de la distance et dire, waouh, ça m'amène où? Quelle expérience que je vis? Qu'est-ce que je veux en tirer comme leçon? Et quand on a cet état d'esprit, eh bien, ça roule. Mieux. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux, Eric et Huguette, pour ce partage. Donc, Eric Lanard, je le rappelle, donc psychothérapeute, Huguette Augustin, coach éducatif, et qui nous ont permis, j'espère, vous aussi, auditeurs et followers de Radio Côte Caraïbe, de mieux comprendre, de trouver les outils. Alors, Huguette, un dernier mot rapidement. Un petit rendez-vous, parce que figurez-vous, dans le cadre donc, de mon activité, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Parents, prenez le pouvoir ». Et je présente ce livre le dimanche 19 mars à Goyave, à l'Aqua-Village de Goyave, et j'invite tous les parents à venir assister à cette conférence et où on va pouvoir débattre d'une question hautement d'actualité pour les Guadeloupéens, le pouvoir des parents au sein de la famille. Bien, alors, donc, vaste sujet là aussi. Merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Chantal, comment il s'appelle mon fidèle, je vais oublier son nom, Philippe Serin, voilà, Dadoun, qui a aussi posé des questions et intervenu. Gerti, voilà. Et puis, bien sûr, les réalisateurs du jour, Dominique Farnab et Brigitte Mamilon, qui est donc à la technique aussi, qui nous a bien aidés. Merci encore. Et j'étais vraiment ravie de partager ce moment avec vous. On va retenir l'amour, pardonner, prendre le temps de connaître qui on est pour petit à petit avancer. Et c'est l'action qui amène la confiance. Restez connectés à Radio Côte Caraïbe. Nous aussi, nous avons confiance en vous et on poursuit le programme pour cet après-midi, donc de mercredi 8 mars, avec Johanna. Johanna qui nous propose de découvrir le rêve de Maëlie, une jeune femme qui sera entourée de professionnelles féminines pour l'occasion, puisque nous n'avons pas oublié la journée des droits des femmes. Et je me permets rapidement de faire un clin d'œil donc à la famille de Sylviane Telchid, qui a donc œuvré et au travers de notre culture, c'est une façon aussi de prendre confiance en nous pour nous doubout à dans qu'il tient nous. Merci en pile de suivre nous. Restez connectés à Radio Côte Caraïbe et à bientôt. Merci.